Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur et un privilège de vous servir et de pouvoir vous redonner cette dose de rap music. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Moi, j'ai la rêve de ce que je dis, ok? Je suis ravi de pouvoir commencer cette semaine et ce mois, un lundi, c'est le 1er septembre. Bonne rentrée à toutes et à tous. Et bonne rentrée à nous, surtout les cracks, parce qu'il y a du lourd qui arrive dans cet épisode. On va revenir un petit peu sur les déclarations de Bayrou, le palestinisme de Rachel Kahn et sa solution finale. Bref, on a du lourd. Avant ça, je voulais vous dire que là, ma comédie musicale, ça y est, on lance les steaks. Il faut à tout prix que je puisse faire la maquette de quelques titres, au moins les titres du premier acte. Donc ça fait une dizaine. Et pour ça il faut que je recrute du monde, etc., les studios et compagnie, et il y a le lien que vous avez un peu partout pour le Tipeee. Le Tipeee permet à CKR de survivre, mais aussi potentiellement pour celles et ceux qui veulent soutenir Monerville, vous pouvez le faire sur le même lien. J'avais pas envie de faire plein de cagnottes différentes. Si jamais je vois que ça prend pas, je ferai des trucs différents, mais en tout cas voilà. Si vous voulez mettre quelque chose de ponctuel pour Monerville, vous le pouvez. Vous dites, voilà, je veux aider à hauteur de 10 000 €, ça me fait plaisir. Vous avez le droit. Enfin, vraiment, j'ai dit 10 000 au pif, mais ça peut être 15 ou 20. Mais, et donc, évidemment, voilà, toute aide est bonne à prendre pour pouvoir me permettre d'aller au bout de cette comédie musicale incroyable, Monerville, le musical. Honnêtement, j'ai fait compter les compos à Gaëlle. Ma chérie, pour celles et ceux qui débarquent, elle est très objective. C'est-à-dire que si elle n'est pas emballée, je le vois sur son visage, tu vois. Et elle va me dire, ouais, je sais pas trop, peut-être que... Et donc, par contre, excusez-moi, Botrix, là, il est en train de vous assassiner de mon lien non-stop. Je vais essayer de régler ce truc-là. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Écoute, ma foi, il est en train de mettre le fameux lien, j'adore, il est trop drôle. Je réglerai ça plus tard, ma foi, en vrai. En vrai de vrai. En vrai, c'est bien. Il vaut mieux plus que pas assez. Tous les liens sont disponibles sur le Linktree. Et ouais, et donc, je vous disais quoi? Donc, en gros, ouais, voilà. Je crois que ça l'a touché. Les compos l'ont touché, etc. Et d'ailleurs, on va la retrouver, ma chérie, à 20h. À 20h sur sa chaîne Twitch, on fera un raid directement. Donc, pour celles et ceux qui peuvent, on va enchaîner là. On a presque 2 heures de CKR et ensuite, on enchaîne avec... Ah, c'est toi aussi qui t'as ses commandes. Trop bien. Autant pour moi. Pardon, excuse-moi. Et donc voilà, on va enchaîner avec là cette fois-ci de la culture. On va faire l'actualité culturelle avec Gaëlle. Bref, on va pas tergiverser. Si vous voulez soutenir le Tipeee, c'est super important. Et même là, en ce nouveau mois de septembre qui commence, il y a les abonnements, les subs que vous pouvez avoir sur Amazon Prime si vous y êtes abonné, que vous pouvez donner gratuitement sur Twitch, que vous devez renouveler tous les mois. Et d'ailleurs, là, c'est le bon moment de le faire parce que j'ai vu qu'il y avait une petite baisse. Donc, ça veut dire que là, c'est le renouvellement. Évidemment, vous n'avez pas eu le temps, tout ça, chacal. Évidemment, je t'en veux pas. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite le CKR avec les réactions au dernier épisode, évidemment. ADN qui nous dit CKR, un régal, merci. Eh ben, ça fait plaisir. Tu es un régal. Le vrai Ben qui dit CKR, toujours au top. C'est toi, Ben, qui est toujours au top. C'est Ben. Ah, c'est le Ben. Ah, le lézard. Bien vu. On a Béatrice Bunois qui dit Hello Kevin, merci pour votre travail, c'est pertinent, documenté et sympathique. Bon courage pour vous coltiner toutes les aberrations que nous subissons dans cette société hors de contrôle. Merci Béatrice, écoutez, ma foi, avec le soutien, avec les commentaires, les likes et le partage que vous faites, je vous rappelle que vous convertissez 2 personnes à CKR, vous partagez sur WhatsApp, le WhatsApp de la famille, etc. En plus, maintenant, je dis plus trop de gros mots. C'est présentable, et c'est déjà énorme. À défaut de pouvoir soutenir soit via des abonnements sub Twitch ou le Tipeee, ça c'est très bien. Matt qui nous dit ça dit les termes ici, force de la Réunion, on est ensemble. Nous ensemble les Réunionnais, j'ai hâte de pouvoir vous visiter. Les Mascareignes, on est ensemble, l'île Maurice, la Réunion, les là. Et user EJ2XZ1 X8, c'est le gros relou qui veut tout lire. L'antisémitisme n'est pas en hausse, c'est juste qu'il est plus pris en compte que n'importe quelle agression. Un musulman qui se fait insulter à part en faire une vidéo sur les réseaux, tout le monde s'en fout. Un juif qui se fait insulter, ça porte plainte, ça dénonce dans les médias, ça fait de la récupération médiatique. Quand Nolo le bourricot dit que les juifs sont chez eux en France, il faudrait lui rappeler que tous ceux qui sont français sont chez eux en France, peu importe leur religion. C'est vrai.
C'est bien de le rappeler, ça aussi. Et de ne pas créer un caractère spécifique à une communauté en raison de sa religion et de dire qu'effectivement, tous les Français sont chez eux en France. Ouais, ouais, c'est vrai, ça c'est bien de le rappeler. Effectivement, au même titre que pour les actes de violence, il y a des fois, tu vois, des statistiques qui peuvent sembler être gonflées, non pas parce qu'il y a une hausse par rapport aux années précédentes, mais surtout parce qu'il y a une prise en compte ou des dépôts de plainte ou des signalements qui sont plus fréquents. Mais là, j'avoue, je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là, mais ce qu'il a dit est en partie vrai, et c'est les chercheurs qui pourront évidemment en attester. Parce que je l'avais eu sur le cas, je crois, des violences, des agressions avec violence, où ça disait que sur les 6 dernières années, ça avait augmenté, mais c'est surtout parce que il y avait un dépôt de plainte qui était plus effectif qu'avant. Bref, tout ça pour dire que oui, il faut faire attention à la récupération parce que c'est ce qui se passe clairement tout le temps. Et c'est fatigant. Et c'est fatigant parce que tu crées des angoisses chez les gens, tu crées des croyances, des mythes, et c'est tout ce qu'on essaye de débunker ici dans CKR. En tout cas, merci pour le message. Bam Boom qui dit merci pour ton travail. On n'en peut plus de leurs légendes, c'est trop du cul sur les plateaux. TV, radio sont des plaies et ton contenu fait beaucoup de bien. Grosse force à toi, merci beaucoup Bam Boom. Ça fait trop plaisir de voir vos messages. Romain Reynaud qui dit tu déchires Chacal, c'est toi Chacal, le sang, tu es dans mon cœur, merci. Nadia qui dit merci pour tes vidéos, je te suis d'Allemagne. Enfin de bonnes réflexions, force à toi. Merci beaucoup, Dankeschön, ja genau, bitte. J'ai fait LV2 allemand, mais je suis très nul. En tout cas, ça fait trop plaisir. Et Rififi qui nous dit, pour Huda Beauty, tu as probablement raison d'une part, mais tu ne peux pas occulter le fait que Sephora et donc LVMH par extension n'attendaient que le pas de côté pour l'évincer. On n'en sait rien. Et ce que tu dis peut être totalement vrai. Comme ça peut être totalement faux, mais effectivement, si de base elle avait une appétence à tenir des propos pro-palestiniens depuis quelques temps, c'est sûr que t'attends si ça te plaît pas dans ta ligne éditoriale, tu peux attendre le pas de côté, je peux comprendre. Salut Kempachi. On va attaquer la petite news, alhamdoulilah. On va vite aujourd'hui, parce qu'il y a du pain sur la planche, et puis surtout, il y a un rendez-vous, quoi d'autre, actualité culturelle juste après. Après, on oublie l'antisémitisme de droite, genre la violence des groupuscules néo-nazis n'est pas prise en compte dans les médias. On dit juste que c'est la gauche qui est antisémite. Ça, c'est vrai aussi. C'est un autre problème. Et il y a une vidéo de Manuel Bompard qu'on va regarder tout à l'heure par rapport à ça, justement, pile poil dans ce que tu dis, Nafta. HMD, la news, alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. Là, c'est une nouvelle flottille qui est en route pour Gaza et qui est partie de Barcelone. À Barcelone, des milliers de personnes ont acclamé l'équipage. J'avoue, franchement, ça faisait film Quinry en mode Top Gun, qui embarque sur les bateaux de la Global Summit Flotilla pour tenter de briser le blocus de Gaza. Eh ben, on espère qu'il y aura une issue plus favorable que toutes les autres flottilles, même si évidemment, bah voilà quoi, on sait très bien que voilà, ça va surtout être de la com, parce qu'on voit mal Israël d'un coup décider de laisser passer, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, on est à l'affût. Alors Nafta, je crois que Kempachi, c'est pas Kempachi premier, hein. Là, on est sur un autre Kempachi, voilà. On attaque le Mezzé. Ouais, je vous dis, ça va vite. Les petites news à partager entre amis, en famille. Là, on commence direct avec Sarah Knafo de Reconquête, le parti de Zemmour. Toujours contente d'être invitée chez CNews. Elle est à la maison. Elle faisait des véritables Atalakou, comme on dit, quand la dernière fois pour dire qu'heureusement qu'il y avait ces news, etc. Les Atalakou, c'est quand tu rends des hommages à des gens, quand tu big up, quand tu shout out des gens dans la culture congolaise, si je dis pas de bêtises, dans la musique, où en gros, t'as toujours des moments où t'as les gars qui vont faire plein de dédicaces à Dinosaure Premier, très très fort, le président, dédicace à lui, et tu entends plein, et en fait, il y a des gens qui payent pour avoir ce qu'on appelle ces Atalakou. Voilà. Alors, c'est parti, on regarde tout de suite
la petite vidéo où Sarah Knafo a eu une brillante idée. Alors, on va l'écouter tout de suite. Mais vas-y, meuf, c'est quoi ta brillante idée, en fait? Qu'est-ce que l'on fait pour qu'on voit plus ces voiles se multiplier? On interdit le voile dans la rue. Eh ben, très bien, voilà. Bah, vous fallait le dire. C'est dans le programme de Reconquête. Oui, on interdit le voile dans la rue. Et on adhère à Reconquête pour donner de la force aux partis qui le proposent. Ah, content d'interdire le voile. Comment on fait pour lutter contre ces voiles qui se multiplient dans la rue? Mais toi, déjà, Chacal, mais je crois qu'on l'avait montré cette vidéo déjà, tu traînes dans quelle rue? Et regarde comme elle est toute contente d'avoir sorti ce truc-là. Franchement, elle est contente de sa connerie. C'est exactement ça, Passerati. On interdit le voile, voilà. On interdit le voile. Et vraiment, est-ce que en interdisant le voile, après, ça va ta santé mentale, ta santé physique, tes impôts, ton pouvoir d'achat va augmenter? Est-ce que, genre, vraiment, ça va être chambé? Qu'est-ce qui va se passer à part satisfaire ton ignorance et ton islamophobie? Qu'est-ce qui va se passer concrètement de bénéfique? Et c'est bien ça le problème. Il y a la DA avec le drapeau français, c'est jamais bon signe, je te jure. Et on a eu des réactions, évidemment. Oh putain, et j'avais même pas lu le message. C'est là que tu vois que mes cracks, ils me suivent sur le Telegram de CKR. On est comme ça. Regarde, Lads qui dit bravo. C'est vrai que c'est ce qui va rendre du pouvoir d'achat aux gens avec un emoji champagne. Il y a Jules qui dit on perd notre temps avec ces gens-là parce qu'en vérité ils peuvent rien t'interdire. C'est juste des guignols qui font miroiter à des faibles d'esprit une France soi-disant idéale sans musulmans. S'ils sont si forts, qu'ils les fassent tous sortir, mais ça va leur prendre 100 piges, je te jure. Et Vafouti qui dit il y a des débiles qui votent pour ces gens-là. Et oui, malheureusement, il y a des gens qui se font happer. Je vais pas dire des débiles. Enfin, quoi que Reconquête, quand même, faut le faire, hein, parce qu'il y a rien de solide. Enfin, c'est que basé sur du ressenti, de l'émotion, aucun chiffre. Ça sort des vraiment... alors, eux, l'Institut IFIAC, je peux te dire qu'ils sont coactionnaires. Donc, la vérité, c'est que, ouais, ils se font enfumer, les gens. Littéralement. Mais pourtant, c'est pas très compliqué de débunker, mais... Tu sais, je disais un truc tout à l'heure sur mon Snapchat. The Kevin Razi, si vous voulez aller checker. Sur mon Snapchat, je disais, en vrai... quand tu as un biais d'attribution qui t'est confié, auquel tu crois, c'est très compliqué d'en sortir. Quand par exemple, un biais d'attribution, c'est si je pars du principe, et ça c'est un truc qu'on peut tout savoir ici, que les Américains, souvent on les voit comme des teubés. Ah, ils sont un peu concons, etc. Si je te sors un sondage qui dit que 40% des Américains pensent que le lait au chocolat vient des vaches marrons, tu vas même pas forcément aller débunker le truc parce que ton biais déjà te dit que ouais mais moi je les trouve cons, on sait qu'ils sont cons, ils sont un peu vus comme des teubés, donc là en fait ça conforte ma croyance. Et c'est là que le bal blesse, tu vois, quand des gens, et c'est ce qu'il y a dans les médias et en politique, quand on utilise des biais comme ça, oui, non, mais de toute façon, tu le vois bien, c'est les immigrés qui pompent toutes les aides et tout. T'as vu combien ils sont là comme ça? Et ils ont tous des aides, etc. Et puis toi, tu te souviens que t'es passé à Porte de la Chapelle, t'es passé au niveau du parc de la Villette, là, sous le pont, t'es passé à des endroits comme ça où tu te dis, ah ouais, ouais, j'en ai vu plein, il y avait des tentes et tout, c'était dégueulasse, machin, insécurité et tout. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'était un peu craignos. Et en fait, hop, ça conforte. Tu sais, t'avais déjà le biais, et donc du coup, tout ce qui va être dit sur ce domaine, tu vas sauter les pieds joints, tu vois. Et dans le même délire, il y a une nouvelle que je connaissais pas, essayiste, hein, évidemment, quand les gens ne font rien. Elle a été présentée comme sociologue, je suis allé voir sur son LinkedIn, elle n'a aucune étude de sociologie, et surtout aucun doctorat, cousine. C'est Sabrina Mechber, qui nous parle du voile, elle aussi. Regardez ce qu'elle va dire, c'est assez rigolo. Passe par l'école. Il y a même pire encore, une étude d'Éric Morin sur le voilement des filles à l'école qui montre que celles qui ont été voilées, à qui on a demandé justement de retirer le voile, ont eu de meilleurs résultats scolaires justement parce que on leur a demandé de retirer le voile. Donc évidemment qu'il y a un problème de modalité éducative dans certaines familles, de certaines cultures, et le dire, ça n'est... Ah là 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 là. Éric Morin. Alors, Éric Morin... études sur le voile islamique. Est-ce que ça existe, cette affaire? Parce que apparemment le voile, hein, vous avez vu, hein, le voile, ça empêche les filles qui le portent d'avoir des bonnes notes. Hein.
Selon une étude d'Éric Morin, Éric Morin qu'on connaît tous, Éric Morin. Éric Morin, tu sais, c'était lui qui... Éric Morin, tu vois. Moi, j'ai Éric Morin, photographe. Là, j'ai quoi? J'ai Éric Morin, associé gérant, banquier privé de chez Lazare. J'ai essayé Morin comme ça. Éric Morin, ah oui, MAU. Ah ouais, un économiste français, directeur à l'école des hautes études à l'EH2S. Comment vous dites, vous parce que j'ai envie de dire l'ES à chaque fois. Oui, c'est pour ça que les lycées musulmans, ils ont tous les bacs avec des bonnes notes. Oui, c'est clair, les lycées musulmans figurent dans le top 5 des lycées les plus qui ont les meilleurs taux de résultats, mais bien sûr le voile. Éric Morin. Et comment vous prononcez, vous, l'EH2S? Moi, j'ai toujours envie de dire les Hess à chaque fois, mais c'est mon côté arabisant, je crois. Mais je vois la Hess, moi, tu vois, quand je vois ça. Éric Morin, voile, réussite scolaire. D'accord. Ancien administrateur de l'INSEE, etc. Ah, voilà. Ok, bah écoutez, ma foi, j'ai trouvé un truc. C'est un peu long. Alors, je vais direct à la conclusion. Si on laisse de côté si on laisse des côtés sur les incertitudes méthodologiques, quelle est la part d'élèves avec un père musulman qui ont reçu je suis mauricien, moi, je suis pas réunionnais, qui ont reçu une pression liée au voile. Quelle est la part des élèves issus de familles musulmanes qui ont souhaité devenir elles-mêmes musulmanes et ont souhaité porter le voile? La corrélation est réelle grâce à la comparaison entre plusieurs sous-groupes a priori distingués sur un seul critère. C'est particulièrement marquant pour la différence d'évolution entre les sous-groupes. Alors là, c'est un truc que j'ai vu sur pédagogie.ac-nantes. C'est une fiche de lecture, en fait. Peut-on donc en déduire une causalité? Éric Morin postule que oui, en montrant que si l'on compare les résultats en découpant cette fois-ci le groupe musulman en deux sous-groupes, l'un où la femme est au foyer, donc a priori un environnement familial plus traditionnaliste, et l'un où la femme a un emploi, on s'aperçoit que c'est dans le premier sous-groupe où l'amélioration des résultats a été la plus sensible. Or, c'est justement dans ce sous-groupe que l'on trouve le plus de familles exerçant une pression sur le port du voile. À voir, à gros vérifier là. Ce que tu vois, port du voile à l'école, les mystérieuses conclusions d'Éric Morin. Ça a été repris par... Là, je crois que c'est quoi? Débat. Ouais, donc là, c'est plus un édito. Dans son ouvrage 3 leçons sur l'école républicaine, l'économiste a comparé l'évolution de la scolarité des filles et des garçons de familles musulmanes et non musulmanes avant et après 94. Son constat, le niveau des filles a considérablement progressé. Ah bah, chambé alors. Qu'est-ce que tu me dis? À vérifier, cette affaire. On va vérifier tout ça. On va vérifier tout ça et on reviendra dessus sur le prochain épisode. Vous me le rappellerez sur le Discord ou par mail ou quoi que ce soit. Mais on va vérifier tout ça. Hop. Je vais enregistrer ça. Comme ça, au moins, on n'oublie pas. Mais c'est parti, on continue. Allez, on continue. On a du pain sur la planche, comme je vous l'ai dit. En tout cas, tout ça pour dire que, et je le rappelle, le voile est autorisé à l'université, il est interdit à l'école publique. La burqa, le niqab, interdit dans tout l'espace public. C'est le voile intégral où on voit que tes yeux. Les fonctionnaires sont interdits de voile et les usagères ou citoyennes sont voile autorisées tant que le visage est visible. Je rappelle qu'il n'y a pas de problème pour cela. Et Jules qui nous dit sur le Telegram, ouais, elle a raison, je la connais cette étude, c'est pas IFIAC, c'est ICHNEC, un autre institut tout aussi sérieux. On enchaîne. Alors là, c'est un auditeur des grandes gueules qui a poussé une grande gueulante. Ah, j'ai pas la vidéo. Merde. Je l'ai pas. Oh, fichtre. Comment cela se fait? Eh ben tant pis. En fait, c'était un gars qui disait que, en gros, il est assimilé à Netanyahou parce qu'il est juif, et il dit que Netanyahou a été élu démocratiquement et que les gens critiquent Netanyahou seulement parce qu'il est juif. Voilà. C'est pas vrai. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est pas parce qu'il est juif que Netanyahou est critiqué. C'est parce qu'il est condamnable pour le génocide qu'il commet à Gaza.
En vrai, c'est tout, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autres termes. Mais ça racole avec ça racole. Ça corrobore avec ma théorie, encore une fois, qui va être bientôt marketée et brevetée, du bouclier miroir. Plus une cause est défendue de façon perçue comme excessive, moralisatrice ou agressive, plus elle déclenche un rejet, non pas de la cause elle-même, mais de sa défense. Et ce rejet est alors interprété comme une attaque contre la cause, ce qui radicalise les défenseurs, et il y a une boucle de tension qui s'installe, alors même que les positions de fond sont souvent proches. Et il y a Sam qui dit, en résumé, dans le monde entier, on bute du musulman, et nous on pourrait pas, je suis désolé, mais ça c'est de l'antisémitisme, je te jure. C'est limite ça, je te jure, ouais, ça, nous on peut pas. Allez, vas-y. Nous on peut pas. Non, ça c'est trop. Là c'est trop, je vous le dis, c'est trop. Il y a... Putain, mais j'ai mal fait mon boulot, moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars là qui s'appelle François Calfon, député européen PS Place Publique, qui lui a parlé de gauche Gaza. Je voudrais voir la vidéo et après on va voir ses excuses. À force de jouer la crise, on finit par arriver à la crise. Et donc la dissolution, si le blocage est constaté, peut arriver. Est-ce qu'on veut trouver une assemblée encore plus ingouvernable? Est-ce qu'on veut trouver une assemblée avec une majorité d'extrême droite? Il faut que chacun aussi, y compris chez les socialistes, prenne ses responsabilités. Il y a des gens qui considèrent que dans le chaos, on va nettoyer les socialistes, on va nettoyer le bloc central, on va nettoyer LR, et comme aux États-Unis, on n'aura plus qu'un pôle d'extrême droite et un pôle d'une gauche totalement radicalisée, que je pourrais appeler la gauche Gaza, par exemple. Eh bien, est-ce que c'est comme ça qu'on envisage l'avenir du pays? Bah non, t'aurais pas dû l'appeler comme ça, en fait. Gauche Gaza. On a eu l'antisémitisme couscous, vous vous souvenez? Et là, gauche Gaza dans le plus grand des calmes. Et donc, il s'est excusé. Il s'est excusé, mais vous allez voir, en vrai, ses excuses, elles sont pas ouf. Hein. Je vais vous mettre le tweet. Il a dit j'ai utilisé l'expression mal perçue sur la situation au Proche-Orient, relevant de l'analyse, pas du jugement de valeur, suscitant une émotion légitime. Pour être clair, je suis totalement engagé pour l'arrêt des massacres à Gaza et la libération des otages, comme toute la gauche. Hein, désolé, hein, pas du tout. C'était pas moi, genre jamais. Non, moi c'est ça, hein. Connardo. Oh là là, j'ai essayé d'être pas trop vulgaire, j'ai rajouté un O à la fin. Il s'est excusé, mais son excuse elle est tellement nulle. En vrai, il pensait de ouf ce qu'il disait avec cette gauche Gaza. Déjà, expression mal perçue. Donc en fait, c'est nous qui avons une mauvaise perception du fait qu'il parle de la gauche Gaza, tu sais. C'est une analyse, pas un jugement. Bah si, en fait, c'est un jugement que tu as voulu faire pour décrédibiliser une partie de la gauche. En plus, tu dis gauche Gaza parce que pour toi, être du côté de Gaza, c'est de la merde. Et on a même l'impression qu'au final, t'es pas tant à gauche que ça. Et arrêt des massacres, bon bah là c'est plutôt personnel, c'est un jugement personnel, mais c'est pas arrêt des massacres, c'est arrêt du génocide. Et quand on veut monter le niveau pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et cette instrumentalisation aussi de l'antisémitisme pour discréditer toute personne, comme là par exemple l'auditeur que j'ai pas pu vous montrer qui disait oui on en veut à Netanyahou parce que juif, alors que c'est pas du tout ça, c'est parce que génocidaire, parce que tu tues des enfants, des journalistes, des civils, parce que la famine, parce que tout ça. Et ben on a Bélir Nabli qui vient dire les termes en direct de la station thermale, ce prof en droit public respecté et respectable, toujours calme et posé, jamais dans un ton tu sais qui monte gratuitement. On écoute tout de suite ce que dit Bélir Nabli. D'abord, c'est pas la première fois que cet argument est mobilisé par Israël pour neutraliser toute critique à l'encontre de sa politique, soit en Cisjordanie, soit à Gaza, y compris à l'endroit de responsables onusiens. Hein, Benjamin Netanyahou a déjà accusé des responsables de haut niveau de l'ONU ou à l'ONU d'être des antisémites. Le président de la République française, Emmanuel Macron, fait à son tour l'objet de ce type d'attaque, puisque d'après une déclaration récente de ce même Premier ministre, président français, nourrirait, de par sa position sur la reconnaissance de l'État palestinien, le phénomène antisémite. L'ambassadeur des États-Unis à Paris est convoqué
précisément par l'exécutif au regard de ce type d'accusation également. Bref, en vérité, l'orchestration à laquelle on assiste relève précisément d'une volonté de mobiliser l'argument de l'antisémitisme pour neutraliser toute critique de l'État d'Israël. On ne peut que condamner, je pense, moralement et politiquement ce type de stratégie, parce que la lutte contre l'antisémitisme mérite mieux. C'est un phénomène grave en soi et qui devrait échapper à toute instrumentalisation dès lors qu'il n'y a pas matière. On ne peut pas considérer que le président de la République française soit antisémite ou participerait à une politique... Ou même l'ONU. Ou les responsables onusiens, dès lors que, encore une fois, en vérité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a aussi un élément plus substantiel, je dirais, à savoir qu'il y a une volonté côté israélien d'assimiler l'État d'Israël aux Juifs, tout simplement. Une équation dangereuse en soi, parce qu'au-delà de l'État d'Israël, il y a un gouvernement israélien qui est incarné par des suprémacistes, par également un Premier ministre quand même poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Oui, c'est bien de le rappeler. Hein. Voilà, par la Cour pénale internationale. Et assimiler encore une fois de tels acteurs politiques aux Juifs du monde entier, c'est foncièrement irresponsable en réalité. Et donc il faut faire bloc et neutraliser ce type d'argument. Alors oui, alors on va rester là-dessus, mais en tout cas, ouais, c'est parce que la vidéo dure un peu plus longtemps, mais c'est important. C'est important de le rappeler, évidemment. Combattre l'antisémitisme, on est tous raccords là-dessus. Toutes les formes de discrimination, évidemment. Mais si par contre je critique le Premier ministre israélien, et peu importe ce que j'en dis d'ailleurs, que tu ramènes ça à de l'antisémitisme pour excuser ce qu'il peut faire, bah non en fait. Là t'insultes mon intelligence. Et ta défense, elle est claquée. Elle est claquée au sol, elle est dangereuse parce que tu montes les gens les uns contre les autres pour éviter que le débat de fond ce soit sur les actions qui sont faites et pas l'appartenance religieuse des gens. Mais de toute façon, en plus, ils font chier parce que les gens qui utilisent cette défense-là, ils te mélangent tout. Et comme l'a dit Bélir, de dire Israël, c'est les Juifs, ou Israël, parce qu'Israël est un État juif. Et en même temps, toi, qui est pas juif, si tu vas critiquer Israël, on va te dire, mais pourquoi tu critiquerais Israël? Bah, parce qu'en fait, j'aime pas le gouvernement israélien. Oui, mais comme Israël, c'est l'État des Juifs, donc tu critiques les Juifs. Et en fait, t'es dans un truc où, ouais, stop, en fait. Je parle de politique. Ici, on parle que de politique. Idem sur l'autre volet, merde j'ai oublié, parce que tu vois, quand je discutais moi avec des potes, je me rappelle, j'avais une pote au lycée et je lui avais dit mais toi t'es juive? Elle me dit ouais, mais tu crois pas en Dieu. Elle me disait bah non. Mais je lui dis mais tu te définis comme juive même si tu crois pas en Dieu? Elle fait bah oui, parce que nous en fait c'est pas notre appartenance ou notre croyance à une religion qui fait qu'on est juif, c'est l'appartenance à un peuple. Et en fait tout ce truc qui est pas facile à saisir de en fait c'est un peuple et c'est pas une délimitation géographique ou une délimitation liée à une croyance religieuse, et ben évidemment ça bouscule un peu le truc quoi, parce que tu sais plus exactement comment appeler, je sais plus comment définir ce qu'est un juif en fait, parce qu'au final ça peut être autant des gens qui croient en Dieu qui croient pas en Dieu, autant des gens qui habitent en Israël que pas en Israël, autant tu vois, et donc au bout d'un moment bon cette confusion permet à certains de discréditer des discours. Parce que toi, tu parles de politique. Quand tu parles de sionisme, tu parles de politique. Quand tu défonces Netanyahou, et on va te ramener à sa judéité, ça n'a aucun sens. Donc merci à Bélir Nabli, hein, toujours basé comme dans une base de loisirs. Et alors j'ai vu, je sais pas si vous avez vu cette affaire là, c'est la sortie du bouquin que tout le monde attend. Vous le voyez là? Arthur, l'animateur, Arthur Esbag, j'ai perdu un bédouin à Paris. Et dans le commentaire, il a mis en octobre, mon premier livre paraît chez Grasset. La date, nul besoin de l'écrire, elle hante nos mémoires. Donc, il va sortir ça le 31 octobre. T'imagines, le mec a rien compris pour Halloween. Non, il va sortir ça le 7 octobre. Et
Et en fait, j'ai trouvé ça, comme beaucoup de gens, un peu dégueulasse de vendre un queutru. À la rigueur, tu me dis, c'est un livre qui va sortir et il est tease gras, tu vois, il est gratuit. Voilà. Ok. Là, tu sors un livre que tu vas à vendre. Tu fais ça le 7 octobre. Le jour des 2 ans du massacre du 7 octobre. Et tu te dis, waouh, ça craint pas le Seigneur dans cette affaire. Hein. J'ai perdu un bédouin à Paris. Alors pourquoi le titre, vous allez me dire. Alors en fait, je vais vous lire en fait en gros ce qui a été écrit en description. T'es gentil quand tu dis vendre, il va rien vendre. Non, mais je pense que, alors, notre avis avec le showrunner de l'émission, c'est que c'est d'ailleurs son take et il est intéressant. C'est que vous savez, en France, on respecte beaucoup les livres dans les médias, et quand tu sors un livre, on t'invite partout. Par exemple, moi, j'ai fait des émissions télé que j'aurais jamais faites en tant qu'humoriste le jour où j'ai sorti mon livre Fake News, évite de tomber dans le piège avec Hamza. Et là, on a été invité partout. On a fait l'heure des pros. J'aimerais trop retrouver l'émission. On n'a pas parlé, il s'est rien passé. Hein. C'est vraiment. On a juste dit on sort un livre et tout. Et après, ils ont débattu sur je sais plus quoi. Mais c'était marrant de me dire qu'il y a en 2019, j'ai fait l'heure des pros avec Dr H. Face à Pascal Praud, non mais c'est quand même dingue. Et j'ai fait, non là c'était tout seul, j'ai fait On n'est pas couché avec Charles Consigny qui n'avait pas lu mon livre et du coup qui m'a fait sa chronique non pas sur mon livre mais sur un tweet que j'avais retweeté. Non mais vous imaginez le gars, un tweet que j'avais retweeté, le mec il a détourné le truc. Et mais on m'avait invité partout. Et donc le livre va être une opportunité, je pense, pour Arthur, d'être invité le 7 octobre et avant et après, partout, pour pouvoir parler, quoi. Parler de lui, chouiner, machin, dire oui. Bah, regardez la description du livre. Je sais pas si c'est la 4e couverture ou pas, mais je trouve qu'elle en dit long. Je m'appelle Arthur Esbach. Depuis toujours, je vous divertis à la télévision. Je ne vous ai jamais parlé d'autre chose car j'ai toujours considéré que ce n'était pas mon rôle. Jusqu'à ce matin où l'impensable a surgi, des milliers de terroristes, des villages anéantis, en quelques heures, 1200 vies sauvagement brisées. D'autres traînaient dans des tunnels en otage. Si le monde allait bien, il aurait pleuré. Comme moi, j'ai souvent pleuré tout le monde. Mais ce jour-là, une partie de la planète s'est tue. C'est le 7 octobre 2023, le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah. Ce fut une bascule pour une descente aux enfers où j'ai entraîné ma famille, mes proches dans une apnée interminable. Je voyais dans leurs yeux ma peur refléter ma colère, mon impuissance. Alors j'ai pensé à ma mère, à mes racines, à cette histoire tatouée dans mon sang. Et mon ADN s'est mis à hurler. J'ai dit je et j'ai dit juif. Presque malgré moi, je suis devenu une voix dans le vacarme et le mensonge. Et j'ai écrit parce que je n'avais plus d'air. Pour survivre, pour transformer la douleur en action. De mes voyages en Israël sous les missiles du Hamas, de mes amis perdus et de ceux qui retrouvaient entre les larmes et les rires, est né ce livre. Un cri qui traverse les frontières de Tel Aviv à Gaza, un cri qui nous demande où est passée notre humanité. J'ai perdu un bédouin dans Paris et mon premier livre. Et ce bédouin, finalement, c'est moi. Moi, c'est trop mignon. Beaucoup de choses. Le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah. Moi, ça me saoule quand les gens disent ça. Parce que tu as l'impression qu'on s'en foutait de tous les massacres qu'il y a pu avoir avant, peu importe ta confession. En vrai, si tu parles d'humanité, t'es pas là obligé de regarder sur ton maître étalon juif. Tu regardes sur l'échelle de l'humanité tout ce qui s'est passé. Tu vois. Et parce que imagine-toi si on devait nous parler en 7 octobre concernant la population palestinienne, combien de 7 octobre il y a eu depuis 80 piges et ce chantage affectif qu'il fait de façon éhontée depuis bientôt 2 ans me gêne énormément et c'est pour ça que j'ai pris mes distances. C'est pour ça que je réponds pas à ces messages sur WhatsApp. Mais j'assume totalement mes propos, tu vois. J'ai un problème aujourd'hui avec sa façon. Pareil, bouclier miroir. Tu crois qu'on t'attaque sur le fond ? Alors que non, en fait, nous, ce qui peut nous gêner, c'est ta façon d'attaquer les gens qui pensent pas comme toi, de partager des fake news, d'épingler en story toutes les personnes qui auraient eu des propos pro-palestiniens, etc. Alors que toi, t'es full pro-israélien non-stop et personne te dit rien. Et t'es à la télé, t'as tes émissions, tu continues de produire, etc. Il n'y a pas d'incidence sur ta carrière. Or, pour les autres, si. En plus de ça, tu les affiches. En plus de ça, tu participes à des événements qui sont plus que dégueulasses, comme le truc de la diaspora Defense Mon Cul, là, où ça fait des quiz
couilles sur les morts gazaouis, où ça félicite une journaliste d'être un soutien indéfectible à Israël, alors que la journaliste française, elle est censée juste être dans la neutralité qu'impose et qu'incombe son travail. C'est pour toutes ces raisons-là, en fait, que tu légitimes tout le temps la propagande, que je peux pas être en empathie avec toi, parce que là ce que tu fais c'est légitimer c'est une propagande, clairement. Quand tu partages des vidéos qui sont sous marque blanche, qui sont pas signées par un média et qui font de la désinformation, c'est de la propagande. Quand tu épingles les Manon Azem, les Yannick Noah publiquement, qui se retrouvent avec des vagues de harcèlement, ou bien que tu envoies des messages pour dissuader les gens de signer des pétitions, d'appel au cessez-le-feu, etc. Ces méthodes mafieuses, bah moi je peux pas les accepter. Que tu aies tes croyances ou que tu aies ton combat ou que tu sois touché, ça je l'entends et il n'y a pas de souci avec ça, tout le monde est ok. Mais que tu fasses des injonctions aux gens de soit penser comme toi, soit de penser comme toi, bah frère, là on peut pas te soutenir là-dessus. Et tu verras, hein, dans les émissions vous allez voir, hein, il y aura plus beaucoup de monde, si ce n'est les mêmes susboules habituels, mais il y aura plus beaucoup de monde. Ça va être le même casting tout le temps. Le même casting tout le temps, regardez bien, et il va plus y avoir beaucoup de diversité. Il va y avoir que les gens qui ont jamais porté leurs convictions ou qui ont préféré les étouffer ou qui partagent son avis, c'est tout. Mais concrètement, évidemment que là y a eu un schisme qui s'est créé dans l'espace médiatique vis-à-vis de cette personne, et pour l'instant il fait partie des puissants, mais le vent ne saurait que tourner, parce que les faits vont à l'opposé de ses convictions. Les faits, tous les jours, les faits lui rappellent que t'es pas du bon côté de l'histoire. Quand bien même c'est horrible qu'il y ait eu 1200 Israéliens massacrés, tu n'es pas du bon côté de l'histoire si tu ne condamnes pas ce qu'a fait Netanyahou. Et encore une fois, personne n'a dit « Ah putain, c'est trop bien ce qu'a fait le Hamas. » Encore une fois, personne ne l'a dit dans les personnalités qui ont pris la parole publiquement. Voilà, et pour rester sur un peu ce sujet qui est houleux en France, mais c'est bien de mettre les pieds dans le plat, et CKR est là pour ça, il y a une personne aussi qui a reçu des éléments de langage, la fameuse newsletter, elle a été bien envoyée, c'est ce mot. Ce mot qui, ça y est, je vous l'ai déjà dit, hein, quand il y a des éléments de langage qui sont repris d'un coup, d'un seul, quasi instantanément et simultanément par des éditorialistes, des journalistes ou des personnalités publiques à la télé, c'est à se poser des questions. Et ça a même déjà été pointé du doigt par des personnalités médiatiques, que d'un coup, tu as des tournures de phrases, des éléments de propagande qui sortent tout droit de Elnet, du CRIF ou de whatever, mais tout le monde a à un moment le même élément de langage. Et là, regardez le nouveau mot à la mode. Après la rue arabe, c'était la dernière tendance pour la rentrée. Là, on attaque cette nouvelle saison avec ce nouveau mot. Je suis désolée, le palestinisme fait partie de l'islamisme. L'islamisme, c'est aujourd'hui le terreau fertile qui est celui qui amène à l'antisémitisme. Et ne pas le reconnaître, c'est pas faire injure aux personnes issues d'immigration. Ça n'est pas, attaquer les trajectoires individuelles. C'est simplement dire que... Je rappelle qu'elle est pas sociologue. Hein. Elle n'a pas fait d'études de sociologie du tout. On peut directement aller voir. Non mais parce que c'est quand même dingue sur un synthé qu'il y ait écrit essayiste, tout le monde peut essayer des trucs, sociologue. Genre, je veux dire vraiment sociologue, c'est pour tout le respect que j'ai pour les chercheurs, et notamment notre docteur H, comment il s'appelle, Hamza Garouche, qui est vraiment sociologue. Là je suis désolé. Ah non putain, je peux pas. Oh, il est privé celui-là. Attends. Il y en a deux. Hop. Parce que la dernière fois, je me suis retrouvé sur le... Ah, fait chier, putain. Je veux dire que il faut que je me connecte. Mais j'ai même plus mes trucs LinkedIn, frère. J'ai même plus mes trucs LinkedIn, frère. Oh là là. Bah attends, je vais chercher ailleurs. Parce que je suis obligé de faire cette petite... Attends, la main... Le playbill. Sonia Bedgeber. Parce que sociologue, c'est une insulte que tu fais aux gens qui ont fait de longues études, qui ont fait un doctorat, etc. Tu peux pas dire ah mais peut-être que je trouve pas parce que c'est pas Sonia mais Sabrina Bedgeber. Putain, je suis con. Sabrina Bedgeber, je sais plus où j'avais trouvé son putain de parcours là.
La dernière fois, j'ai vu ça, j'ai fait wesh, il y avait que des trucs. C'était que des études de journalisme, je sais plus ce que c'était. Putain, bah j'ai perdu le truc. Sabrina Medjeber, voilà. Bon, on va pas rester 1000 ans là-dessus. Hein. J'aurais aimé pouvoir être legit totalement. Malheureusement, ah si, c'était chez. Attends. Non, bah non, là, ils mentent. Oh, bah j'ai retrouvé. J'ai retrouvé le truc. À la télé, de toute façon, quand on voit les sujets et qu'on compare aux invités, il n'y a rien qui va. Il n'y a que des directeurs d'édition d'un magazine de presse. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais on commence à avoir l'habitude. Donc, palestinisme, le nouveau mot à la mode. Je suis allé chercher la définition. Parce qu'il y a quand même un pays qui occupe illégalement la Palestine, qui affame, qui tue. Donc tout ce que tu racontes, ce bullshit, islamisme, machin, etc., c'est vraiment, mais c'est une marge d'erreur ce que tu racontes, vraiment. Espèce de muse d'arrière-cour, quoi. Non, attends, c'est quoi? Je trouvais une insulte super classe que j'avais sortie à Alice Cordier qui avait raconté de la merde. En disant, vous imaginez si nous on allait dans les pays musulmans et qu'on leur imposait une religion, machin, là, et tu sais, enfin la meuf elle voulait en gros dire arrêtons l'immigration, elle a décrit la colonisation mais à l'envers, tu vois. Une teubée, hein, on peut aussi dire ça. Elle en est pas à son coup d'essai. Bah, j'ai pas retrouvé le truc, évidemment, j'ai pas retrouvé le message. Ah oui, imagine dans un pays historiquement musulman et des chrétiens. On est dans un pays historiquement musulman et des chrétiens arrivent en masse, crachent sur le pays, construisent des églises à tour de bras, demandent à changer les lois du pays pour qu'ils s'adaptent à la communauté chrétienne. Comment le pays musulman réagirait? Mais la meuf, elle a sorti une histoire de son chapeau. Qui, aujourd'hui, a voulu changer les lois du pays en France? Est-ce qu'elle a un lobby musulman suffisamment fort pour le faire? Je ne crois pas. Je vois plutôt des lois qui progressent dans le sens inverse. La construction de mosquées, une grosse galère, on va pas se mentir. Hein, c'est pas du tout la priorité des municipalités. Et... qui arrive en masse, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, ça c'est le mythe de l'immigration de masse, alors qu'il y a des chercheurs qui expliquent que tout est stable, arrêtez de nous casser les pieds avec ça. Bref, c'est pas grave, je m'égare. On va continuer avec une autre vidéo de notre Rachel préférée, Rachel Kahn, qui continue avec ce mot reçu sur la newsletter ce matin. Que feraient les Français sans ces news ? Bah alors ils feraient pas mal de choses et déjà ils auraient la chance d'avoir une chaîne d'information qui ne partage pas de sondages sortis tout droit d'un FIAC. Ils auraient la chance d'avoir non pas de l'opinion mais du journalisme, parce que je rappelle que Pascal Praud déplorait dans le dernier épisode de CKR, on en parlait, mais où est le journalisme? Où sont les journalistes pour parler de Jean Portmanov? J'en ai vu aucun. Et ils nous ont dit bah si à Mediapart, mais à part eux, il y a qui en a parlé? Bah Chacal, toi t'en as pas parlé et pourtant t'es sur une chaîne d'info à ce que je sache. Donc les journalistes ils sont où de ton côté au lieu de te plaindre? Il est fou lui. Et ben là c'est pareil. Parce que moi tous les gens que je rencontre, lorsque je parle de cette haine du juif qui est en France et qui n'est pas simplement une lutte contre l'antisémitisme, c'est une guerre idéologique. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde, on veut, et c'est ce que disait Marceline Loredan, on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Oh shit! Holy shit! Ok, solution finale, elle a dit. Hein. Solution finale. Elle se rend bien compte que solution finale, ça veut dire... on parlait de la Shoah, des chambres à gaz, etc. Hein. Là, solution finale. Avec le palestinisme. Ce qui est en train de nourrir l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, et pas du tout l'extrême droite. L'extrême droite, nickel. Qui excuse en fait la haine du juif. C'est pas que le président Macron n'a rien fait. C'est que ce qu'il fait n'est pas à la hauteur de l'histoire. Mais on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Ok. Alors, apparemment, il y a un nouveau mot à la mode, le palestinisme. Comme vous avez pu le voir, la newsletter du mois de septembre a été envoyée.
C'est comme l'islamo-gauchisme, tu vois, qui avait été le mot valise un peu partout pour faire passer un idéologue, pour te faire passer pour un idéologue dès que tu défends les musulmans. Bah là, le palestinisme, c'est la même chose, pour te faire passer pour un extrémiste si tu défends la Palestine. Je crois que, en gros, si tu dis stop aux colonies illégales, stop au massacre, stop au génocide, bah t'es un palestiniste. Voilà, tout simplement. Même si je rappelle que l'ONU parle d'occupation depuis 1967. Ah non, palestiniste, arrête, tu palestines trop là. Mais le truc c'est que si défendre un peuple colonisé c'est une idéologie, bah, frère, alors Nelson Mandela c'est un idéologue, l'ANC c'était des idéologues, ils ont fait quoi? De l'Afrique du Sudisme, de l'anti-apartheidisme, enfin même De Gaulle avec la résistance, c'était quoi? C'est du françaisisme. Enfin, en vrai, c'est ça, un palestiniste, c'est un mot inventé pour pathologiser la solidarité. C'est comme dire, je sais pas, c'est comme si de dire que liberté, égalité, fraternité, notre triptyque, il n'était pas universel, mais c'était une secte réservée aux pro-palestiniens. Enfin, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas. Et effectivement, que ferait la France sans CNews? Comme le dit Nafta, sans CNews, cette meuf ne serait dans aucun média parce que ce serait une serial plagieuse. Je le rappelle qu'elle avait fait ça pour ses chroniques. Et vraiment, s'il demandait la fin d'un apartheid, s'il demandait la fin d'un génocide, de famine et de frappes visées horribles contre des populations civiles, c'est du palestinisme. Bah frère, je suis palestiniste et fier de l'être. Mais ce nouveau, c'est qui dit nouveau terme débloqué, est toujours la même étape. Tu prends un mot, tu rajoutes le suffixe isme et bingo, ça devient une idéologie à combattre coûte que coûte. Ouloulou, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. Ça, je comprends pas. Je comprends pas, je comprendrai pas. Ouais, c'est ça le palestinisme avant le hamassisme. Non mais je monte qu'au triple au Scrabble, je te jure. Non mais palestinons tous ensemble. Non mais c'est une dinguerie. Franchement, je suis scandalisé. Et puis surtout, la solution finale acceptable. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux lâcher des mots comme ça? Mais je suis choqué. Et vraiment, Là, il y a un moment où, tu vois, quand je vous disais à la télé, il faut qu'on ait normalement un degré de respectabilité et un ordre pour toutes les personnes qui prennent la parole sur des chaînes d'infos et qui donnent l'impression d'être... Parce qu'elle, j'allais dire, en tant que journaliste, elle est même pas journaliste, elle est même pas éditorialiste, elle est là, quoi, tu vois. Normalement, au bout de 2 fois où tu dis un truc, un mytho, et que t'as pas débunké, t'as pas démenti ou t'as pas prouvé ce que t'as dit, au bout de 2 fois, on doit te virer. Moi, c'est ça ma règle. Et quand tu débunkes exactement à la même heure à laquelle tu as dit la connerie. Pour que tu aies le plus de gens possible qui puissent tomber dessus. Mais parce que là, vraiment, là, je suis choqué. Il y a CC qui dit en commentaire sur Telegram, leur méthode est efficace quand même parce que pour décrédibiliser une religion ou un concept ou même tout un peuple, ils te prennent un mot comme islam ou Palestine, ils rajoutent isme, bim, ça devient quelque chose de mauvais à combattre. Personne n'a été vigilant sur l'islam et c'est passé crème alors que bizarrement christianisme et judaïsme, tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a rien à voir avec du terrorisme. Mais eux, ils ont créé le mot islamisme au calme. Putain, très très bonne réflexion. Là, elle fait pareil avec son palestinisme. Après, elle va mélanger palestinisme et islamisme dans la même phrase et ensuite tous ceux qui défendent la Palestine seront accusés d'antisémitisme, comme ceux qui disent Free Palestine maintenant. Combien de temps on va laisser parler des gens comme ça? Malheureusement, on n'est pas prêt encore. Moi, je te l'ai dit, hein, le combat, on pourra le mener sur un terrain juridique le jour où la CIJ nous confirmera qu'il y a bien un génocide à Gaza. C'est ça qui va nous permettre de porter plainte clairement contre ces gens-là et de dégager, je crois, 50% du PAF. Hein. Mais j'en ferai mon affaire. Pour rester dans la même veine de Rachel Kahn, il y a Steve Suissa. En tant que mec de théâtre, je ne le connaissais pas. Pas assez de culture théâtrale apparemment. Metteur en scène, il est venu chez Pascal Praud pour dire que sa dernière pièce a été boycottée. Alors, vous allez voir qui y a sur l'affiche, parce que les gens sont antisémites. Et pas du tout parce que c'était claqué au sol ou quoi que ce soit.
Et il a été invité évidemment sur CNews. Que ferait en fait les mythos sans CNews? Évidemment, ils n'auraient pas leur chaîne. Ben, je monte des pièces depuis 35 ans. Avant le 7 octobre, j'avais à peu près... Hop. On va regarder l'affiche. Ah oui. Bon bah voilà. Tu vois là, ta raison, elle est sur la gauche là. Voilà pourquoi ça marche. Hop. Chacal, t'as fait le pire choix du monde, Chacal. Là vraiment, pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Dis-nous la prochaine fois quand tu fais un casting si t'as besoin d'aide, parce que là vraiment, voilà. Entre 4 et 5 spectacles dans des grands théâtres à Paris. Et depuis le 15 octobre, j'ai été débarqué de mon agence et 2 grandes stars françaises ont demandé à ce qu'on me boycotte de tous les théâtres et de tous les auteurs français. Ça s'est passé. Mais qui sont ces 2 grandes stars? Je pense qu'ils méritent même pas qu'on dise leur nom. Si. Parce qu'ils n'existent pas, Chacal. Non mais vraiment. Non. Balance les blazes. Non parce que balance les blazes. Bah, si quelqu'un vous demande, attendez, vous rigolez ou quoi? Non. Si... Merci. Pour une fois, je suis d'accord avec Pascal. Pour vous rigoler ou quoi? Balancer les blazes. Moi, je suis au bout du rouleau. Je sais qu'il y a 2 gars ou 2 go ou les 2 qui m'ont niqué ma carrière. Je m'en bats les couilles. Je suis invité à la télé, je balance tout. Chacal dit les blazes. Et si vraiment il y a des gens, parce que vous êtes juif, qui vous ont demandé de ne plus être sur scène, je trouve que c'est intéressant de savoir qui quand même. Oui, mais c'est pour ça que je suis ici et merci de m'inviter. Et je suis ému. Oh là, comment il botte en touche! Comment il botte en touche! Oh, mais t'as vu? Oui. Bah, c'est intéressant de dire les noms. Oui. Et d'ailleurs, merci beaucoup, Pascal, de m'avoir invité. Chacal, c'est parce qu'il t'a dit. Il t'a dit de balancer les noms. Pourquoi tu... Il a pas... Parce que t'as pas de nom, Steve. Moi, je suis dans le milieu du théâtre. Je suis pas un cador, je suis pas un rien. Je suis dans le milieu du théâtre. Je me suis renseigné auprès de... mes confrères, mes consoeurs, je suis ça et tout, il est boycotté? Bah non. Parce que il y a plein de comédiens et de comédiennes de confession juive qui marchent super bien. Donc t'es boycotté de quoi en fait? Tu es boycotté de quoi? T'es sûr que t'as pas un sale MeToo sur le dos parce que t'as dit j'ai été débarqué de mon agence le 15 octobre. En plus, t'es le mec qui dit dès le 15 octobre, j'ai été débarqué de mon agence, excuse-moi, juste après le 7 octobre, une semaine après, t'as une boîte qui va oser dire ouais par contre après le massacre qu'il y a eu là le pogrom, je peux plus t'avoir dans l'agence. Déjà ça c'est un gros mytho. 15 octobre, t'as eu une embrouille, on t'a débarqué de l'agence, Chacal, t'avais un MeToo facile sur le dos. 1, 2, 3, 4 MeToo, Chacal. C'est sûr que t'avais un truc comme ça, c'est sûr. Et que potentiellement, s'il y a 2 comédiens ou 2 comédiennes qui t'ont dit, ouais, il a dit... il a dit octobre, mais il a pas dit de Canada et Chacal. Ça se trouve, il s'est fait débarquer depuis le octobre 2021, mon frère. Oh là là, le menteur. Mais mens doucement. Tu connais comment on dit chez nous, on dit mens doucement. D'être ici alors que j'ai une émission de télé toutes les semaines, mais je trouve que vous faites un travail tous autour de la table franchement nécessaire et là il essaie de gratter une nouvelle émission là. Et remarquable. Parce que non mais vraiment, Chacal, ta pièce elle marche pas. Il y a Rachel Kahn dedans, les gens ils ont pas envie de la voir sur scène. Ils la voient sur CNews tous les jours raconter de la merde. Ils se disent elle est comédienne en plus. Bon, bah j'y vais pas quoi. Mens mieux. Mais commence pas à nous faire nous sortir ta flûte. À nous dire que c'est parce que comme par hasard depuis le 7 octobre, le 15 octobre j'ai été boycotté. Oh le menteur. La vie de ma mère, moi je vais dire ça maintenant à chaque fois qu'il y a un truc qui a pas pété, je vais vous dire vous avez vu, là j'ai sorti une vidéo il y a 2 semaines, elle a fait que 6000 vues. Je pense que voilà, je pense qu'on me boycotte, c'est le palestinisme, ça c'est le palestinisme qui m'a... Oh là 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 là, c'est du foutisme de pantis. Ouais, je pense que c'est du flûte de pantisme là. Là, je pense qu'il faut combattre. Il faut trouver une solution finale au flûte de pantisme. C'est vrai.
Je pense que ça va finir en réel, je te le dis tout de suite. Oh, purée de pommes de terre. Il y a eu un truc, une séquence qui s'est passée là sur RMC Les Grandes Gueules. Ouais, on va reprendre avec une musique triste, t'as raison. Il y a RMC Les Grandes Gueules, il y a une vidéo qui est passée où tu sais, il y a un mec qui s'appelle Abel, je crois, un nouveau chroniqueur qui est noir, qui était en plateau. Et il y avait quelqu'un qui disait qui racontait un truc pour parler d'une chasse aux nègres qui aurait eu lieu parce que c'était comme ça que les gars l'avaient revendiqué dans un endroit, et je crois que c'est l'auditrice, elle témoigne. Et à un moment, elle dit oui, en plus ils ont dit qu'ils venaient faire une chasse aux nègres en parlant des gens qui sont venus, alors qu'il y avait qu'un nègre. Et là, le gars lui dit, bon bah cousine, par contre, tu vas te calmer, c'est pas parce que eux ils se sont dit chasse aux nègres que toi tu dois dire nègre. Tu peux dire, ils sont venus faire une chasse aux nègres alors qu'il y avait qu'une personne racisée, ou alors il y avait une personne noire, voilà, ou black, même si je déteste ceux qui disent ça. Mais écoutez l'extrait, on va essayer de... Allez, parce que... J'y travaille. Les gens qui prennent la confiance. C'était dans la Creuse. J'ai pas entendu du tout ça. Ils sont venus à 1h30, 2h du matin, ils ont mis la merde. Donc après, moi, quand j'entends chasse aux nègres, ça, je peux pas le tolérer. Non, mais en fait, il y a des jeunes qui ont foutu la merde, et il y a eu donc une réplique, notamment d'un autre groupe, et il y a eu des insultes racistes. Ah ben, peut-être qu'il y a eu des insultes racistes. Ah oui, mais c'est ça qui est dénoncé. Ben non, chasse aux nègres, non. Il y avait un nègre dans le lot. Ah bon, déjà nègre, pardon, votre terminologie, elle est quand même abusée. Il n'y avait pas un nègre. Pardon, mais non, mais vous êtes trop forte. Vous dites que le terme chasse aux nègres, ça vous embête, et vous dites qu'il y avait un nègre dans le groupe. Vous vous rendez compte de la gravité de vos propos? Non, mais attendez, madame, pour vous, un noir, c'est un nègre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, on a encore des personnes qui parlent comme ça. Je crois vous reprenez simplement le mot qu'on utilise depuis tout à l'heure. Écoutez pas les bandes de bâtards à côté qui sont là, reprenez le mot. Elle reprenait le mot. Mais c'est aucun rapport. Et si elle avait dit qu'il y avait une chasse au youpin, mais il y avait qu'un youpin, t'aurais pas dit « Oh, elle reprend le mot !» Frère, doucement quand même. Oh, et les gens, au lieu de backup leur gars, c'est ton collègue. Toi, t'es là « Non, mais... ça reprend simplement le mot. » Ouais, d'accord, donc elle a raison de le dire. Toi, tu cautionnes ce propos. Elle reprend, c'est une maladresse. T'as semblant de pas comprendre. Elle reprend le mot qu'on a utilisé à l'instant. Et par ailleurs, ce qu'elle dit est quand même intéressant. Oui, d'accord. Elle dit que l'expression n'a pas été utilisée. Mais vous n'étiez pas sur place. Non, mais déjà. Oh, et tout ça pour dire qu'en plus, l'expression, elle n'a pas été utilisée. Et personne n'avait dit chasse aux nègres, en plus. Alors, c'est encore pire, Chacal. Pourquoi t'as balancé ça comme ça? Mais ouais. Non mais, je te jure, ils sont à deux doigts de dire calme-toi, bamboule. La vie de ma mère, ouais. Et vous les négros, c'est ça le problème avec vous? Non mais je te jure. Ils sont à deux doigts de lui dire ça. Déjà, il y a une première. Arrêtez de dire ça. On en accueille beaucoup dans la région. D'ailleurs, il y a des cadavres. On en accueille beaucoup. Des quoi? Il y a tout ce qu'il faut. On en accueille beaucoup et ils sont traités comme tout autre être humain. Non, mais déjà, vous n'avez pas entendu la fin de mon propos. J'ai dit que justement, les villageois ont brandi des banderoles pour dire pas de racisme dans nos villages. Et j'ai fini sur une note positive. Et ce qui se passe effectivement, comme tout être humain, c'est qu'il y a une opposition de versions. Vraiment, Karen, elle est trop nulle à chier là. Faut que t'arrêtes tout de suite. Oh, purée de pommes de terre. Elle a pas du tout su défendre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Elle a pas du tout su défendre, putain de merde. Oh là 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 là. Bref. Ah, j'ai mal au genou. Ah, il est légendaire le CKR. Ah oui, là c'est du légendaire. Putain, alors j'ai vu un truc. Sur un influenceur français qui s'appelle TB Jones, je sais pas si vous le connaissez. Il a fait le buzz. Après, c'est le titre de l'article de Figaro qui parle de ça. Après les 24 heures dans le quartier le plus dangereux de Guyane, il débarque en Afghanistan accompagné de talibans armés. Son délire, se filmer dans Kaboul.
se raser dans la rue, tester une calache, aller au marché des Moudjahidines où tu peux acheter de quoi buter des gens et vanter l'hospitalité des talibans. Et donc, il critique le narratif occidental, il dit qu'on exagère tout sur place, etc. En réalité, les talibans, ils sont quand même accusés par la CPI de persécution, notamment contre les Afghanes, qui sont bannis des facs, des salles de sport, des parcs, des instituts de beauté, des emplois publics, obligés de se voiler, etc. Et dans son contenu, il est accusé de servir la propagande d'un régime ultra rigoriste, exclu de la communauté internationale. Et ouais, c'est chaud en vrai, tu vois. C'est chaud. Et en fait, je vous dis ça parce que il y a un article du Monde, et on va regarder une vidéo, qui parle de son côté d'influenceurs qui ont été embauchés par le gouvernement israélien pour faire de la propagande et dire qu'il n'y avait pas de famine. Voilà. Pas de famine, que tout va bien, que tout est géré, que c'est le Hamas qui déconne, machin. Ils ont embauché plein d'influenceurs. Alors, je vais vous montrer sur mon écran. Là, c'est les journaux qui ont parlé de ça, de ces influenceurs au service de la propagande israélienne. Donc Le Monde, parce que c'est eux qui ont sorti la vidéo. On a La Dépêche. Israël invite des influenceurs dans l'enclave palestinienne, donc il y a 3 jours. Et là, après, très vite, une fois qu'on a quitté Le Monde et La Dépêche, on arrive sur Pravda France, je connais app. Influenceur journaliste sportif, Israël orchestre une campagne de communication inédite. Le Figaro, ok. Info Libertaire, France 24, mais la version anglaise. Israël Valley, ok. Armée.com, Arrête, toujours là, force à eux. Et bref, Time of Israel, un influenceur français appelle au meurtre. Ah non, rien à voir. Et c'est tout. À l'inverse, sur la partie, et là je vais vous le montrer, Afghanistan influenceur, on a Le Point, Le Parisien, le JDD, Le Figaro, La Provence, BFM TV, Boursorama. Non, mais on a déjà quand même plus de canards. Importants, tu vois, par rapport à l'autre histoire. Or, pour moi, les deux sont importants, tu vois. Les deux sont très importants et je suis étonné, non, de voir qu'il y a un narratif qui est choisi, qui est d'être dénoncé et pas l'autre. Je vais vous montrer donc maintenant la vidéo du Monde par rapport à ça. Ça fait froid dans le dos. Right now at Gaza. I'm right now in the Gaza Strip. Ah merde, c'est pas la bonne vidéo, attendez. Parce que je sais qu'il y en a qui écoutent les vidéos mais qui ne les regardent pas. Et j'avais pour vous la petite version de la vidéo avec une voix par-dessus. C'est pour Être influenceur, ce n'est pas que les placements de produits, les trends TikTok et les story time. C'est aussi, pour certaines et certains, se faire le relais de la communication de l'armée israélienne. On vous explique. Depuis le 7 octobre 2023 et les attaques du Hamas, Israël s'est appuyé sur des influenceurs pour relayer ses éléments de langage et contrer les accusations qui pèsent sur lui. C'est un élément parmi d'autres de la Hasbara, la stratégie de communication de l'État hébreu à destination de l'étranger. Et on l'a encore vu récemment, depuis que l'état de famine a été déclaré par l'ONU le 22 août dans la bande de Gaza. Alors, pour contrer les critiques, Israël organise des visites très encadrées à Gaza, auxquelles peuvent participer des politiques, des journalistes, des sportifs ou encore des influenceurs. L'un des journalistes du Monde, Luc Bronner, était présent à l'une d'elles, ce 26 août, dont le thème central était l'aide humanitaire acheminée par Israël dans l'enclave palestinienne. Ce tour, encadré par l'armée israélienne, avait lieu sur un parking à quelques centaines de mètres à l'intérieur de la bande de Gaza, à proximité du passage de Kerem Shalom. Ce que Luc Bronner a vu, c'est un espace logistique censé servir de stockage à l'aide humanitaire. Pour rappel, les plus de 2 millions de Gazaouis sont victimes d'un blocage de l'aide humanitaire de la part d'Israël. Avec ce type de visite, Israël cherche à diffuser sa vérité. Et ça fonctionne. Here's all the aid that y'all claim doesn't exist. Why? C'est un truc de ouf. J'ai mis j'ai mis la pause pas au bon endroit, pardon. C'est un truc de ouf.
comment les gars mettent de l'argent, et pas qu'un peu, pour essayer de faire circuler la vérité. Or, l'arrêt sur image, non mais vraiment, moi j'ai bugué, c'est pour ça que j'ai bugué, j'ai mis faux au live et tout, je me suis dit, ah merde, putain. Comment tu peux justifier d'avoir besoin de dépenser autant d'argent pour la vérité? Excusez-moi, mais moi, jusqu'à présent, la vérité n'a jamais eu besoin d'argent pour se répandre, tu vois. Ce qui coûte de l'argent, c'est le mensonge. Et là, c'est un truc de ouf. S'il n'avait rien à se reprocher, bah, il ferait entrer les journalistes indépendants. Il tuerait pas des journalistes gazaouis ou palestiniens tout court. La vérité, elle s'achète pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse hasbara. La hasbara, c'est un terme hébreu qui signifie, en gros, bien parler. Enfin, c'est. Je vais vous trouver la définition exacte. Parce que c'est un truc lié, en gros, c'est la Diaspora Defense Force. Grosso merdo, quoi. Là, je suis sur Check News. On va regarder ensemble. Hop. Qu'est-ce que la Hasbara, cette pédagogie pro-Israël visant l'opinion internationale? Diplomatie publique, propagande, récit pro-israélien, de nombreux discours font l'objet d'accusations de Hasbara, retour sur ces stratégies d'influence menées par Israël. Donc en gros, le concept remonte au début du mouvement sioniste visant à lutter contre l'antisémitisme en expliquant davantage l'identité juive et le projet sioniste. Aujourd'hui, Israël continue d'user de la Hasbara, bien qu'il s'agisse davantage de chercher à revaloriser l'image de l'État hébreu dans un contexte de guerre avec le Hamas. Ouais, voilà. En gros, c'est ça, bon, la propagande, hein, en somme. Et c'est pour ça, en fait, que moi, ça me rend ouf. La vérité, pour moi, la vérité, elle n'a pas besoin de ça. Donc dès lors que moi j'ai vu que ça commençait à acheter des espaces publicitaires sur YouTube, etc., de faire des campagnes de pub, à mettre des pubs qui ont coûté une blinde à la mi-temps de matchs de foot, etc., je me dis mais pourquoi t'as besoin autant de frères? Et tu vois, il y a Imran sur le Telegram qui dit c'est tellement grossier, comment peuvent-ils croire qu'on est dupe à ce point-là? Mais la vie de ma mère, c'est un truc de ouf. Il est techniquement, il y a quelqu'un qui lui a répondu tralala qui dit il est techniquement réaliste qu'une personne finisse par croire à un mensonge à force de le répéter. Un phénomène connu sous le nom de l'effet de vérité illusoire. Putain, j'ai l'impression qu'on est en mode Clément Viktorovitch. Ce processus s'explique par plusieurs mécanismes psychologiques. La répétition rend l'information plus familière et le cerveau humain a tendance à associer la familiarité à la véracité. Des études comme celles de Asher, Goldstein et Topino en 1977 ont démontré que la répétition d'une information, même fausse, augmente sa crédibilité. Et c'est d'ailleurs un truc que j'entends souvent de la part des pro-israéliens. C'est pas parce que vous répétez une vérité tout le temps un mensonge tout le temps qu'elle en devient une vérité. De plus, la dissonance cognitive peut survenir lorsque quelqu'un répète un mensonge qu'il sait être faux, créant un inconfort psychologique qui pousse l'individu à modifier ses croyances pour aligner son discours avec ses actions. L'effet de répétition est également renforcé par des biais cognitifs tels que la confirmation où une personne cherche des preuves qui soutiennent son mensonge tout en ignorant les informations contraires. L'influence sociale joue également un rôle car le soutien externe à un mensonge peut créer une boucle de rétroaction positive faisant progressivement passer le mensonge pour une vérité. Cette idée est souvent attribuée à Joseph Goebbels qui aurait affirmé qu'un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Bien que cette formulation exacte ne soit pas prouvée, l'effet de vérité illusoire est un phénomène bien documenté en psychologie où la familiarité accrue avec une information même fausse augmente sa perception de la vérité. Et justement, ça nous fait un lien super avec la prochaine vidéo qu'on va regarder, celle d'Emmanuel Bompard qui dit les termes devant des journalistes médiocres. Et oui, parce que le journaliste, il est en plein dans ce truc de trucs illusoires. Under. Ça grésille ou pas ou c'est... Non, ça va. Dans ce truc illusoire, vous allez voir. On va écouter tout de suite sa vidéo à Emmanuel Bompard. Parce que les médias, effectivement, sont tout le temps dans ce truc de rabâcher certaines choses et en faire passer, par exemple, Pascal Praud, avec le fait que le problème du budget, on va le voir après, le problème du budget en France et du trou de la dette, c'est l'immigration. Et il maintient mordicus, alors que c'est basé sur des sources sorties tout droit d'IFIAC. Allez, on écoute tout de suite Emmanuel Bompard. Journaliste. Donc il faut regarder aussi les chiffres, les faits. Que dit la commission consultative des droits de l'homme en France? Parce qu'elle fait chaque année un rapport sur la question du racisme et de l'antisémitisme. Elle dit il existe des préjugés antisémites dans l'ensemble de la société. Et ensuite elle dit ils sont d'abord positionnés à l'extrême droite du champ politique, ensuite au centre
et ensuite à gauche. Et entendre... Merci. Pendant des jours et des jours, comme je l'entends depuis le 1er mai. Oui, parce que c'est pas du tout ce qu'on ressent quand tu regardes les médias. Que, en quelque sorte, comme l'a dit Madame Berger d'ailleurs, Aurore Berger, comme l'a dit Monsieur Retailleau d'ailleurs, qu'en quelque sorte l'antisémitisme, ça serait la gauche, et ben ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas aux faits. Vous devriez faire attention, Monsieur Retailleau, il y a quelques semaines au Sénat, a dit l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite, c'est les propos qu'il a employés. Vous lui avez pas reproché, alors que ça ne correspond pas aux faits. Parce que par exemple, le seul député qui siège aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui tenait une librairie négationniste dans laquelle on vendait des ouvrages antisémites, il n'est pas membre de la France Insoumise, il est membre du Rassemblement National, il s'appelle Monsieur Bocaletti. Parce que les groupes Facebook sur lesquels il y a des propos racistes, antisémites, dans lesquels il y avait une quinzaine de députés, c'était pas des députés de la France Insoumise, c'était des députés du Rassemblement National. Donc moi j'en ai un peu assez, si vous voulez, que la France Insoumise elle soit ciblée sur ce sujet, que la France Insoumise elle soit attaquée sur ce sujet et que par là même on exonère le Rassemblement National de la réalité. Parce que les gens qui ont été condamnés pour insultes racistes, pour incitation à la haine raciale aujourd'hui et qui font de la politique, ils sont à l'extrême droite du champ politique. Il y en a pas à la France Insoumise. Et si un jour devait y en avoir un à la France Insoumise, il serait plus à la France Insoumise. Vous voyez, c'est simple, c'est clair. Mais j'aimerais que tout le monde ait la même clarté. Et pas que sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'islamophobie. Que quand Monsieur Retailleau dit qu'il existe des Français de papier, ou quand Monsieur Retailleau dit qu'en France, il y a une partie de la population qui est en régression vers ses origines ethniques. Ça veut dire quoi, ça? Une régression vers des origines ethniques. C'est le terme. Il les a employés, Monsieur Retailleau, je les invente pas. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle du racisme. Bizarrement, personne lui a posé la question. Pourquoi? Donc vous voyez, moi et mes amis de la... Voilà, qu'est-ce qu'il est basé? Oh là 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 là. J'espère vraiment qu'il va remplacer Mélenchon pour les élections, mais... Voilà. France Insoumise comme moi, on se battra toujours pour l'unité du peuple, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. La vie de ma mère, il paye pas de mine. Même moi, j'ai cru qu'il avait 7 ans de plus que WAM, il a que 1 an de plus que moi, il est né en 86, il paye pas de mine. Mais c'est un docteur en mathématiques, le gars. Docteur en mathématiques. Donc, il a une logique... il arrive à analyser, déconstruire et ça va vite dans sa tête. Tu le vois dans sa tête que parfois quand il écoute les gens, il est comme ça. Il y a des chiffres, il analyse. Non, 1918, il dit n'importe quoi. Source INSEE. Phobie, toujours vous nous trouverez de ce côté-là. D'abord parce que c'est inacceptable évidemment d'un point de vue humain. Ah si, maintenant il est chaud au débat. Tu trouves qu'il est pas bon au débat? Moi je trouve qu'il est devenu lui bien plus chaud qu'avant au débat. Et après j'ai évidemment mon chouchou c'est David Guiraud et Antoine Léaumont et Alma Dufour, mes 3 chouchous. En plus, parce que si vous voulez transformer la société, le peuple ne doit pas se diviser, le peuple doit se réunir et se rassembler. Et ben voilà, ça c'est ma ligne politique et c'est la nôtre et elle est dans notre programme. Voilà, alors maintenant ceux qui passent leur temps à venir faire des procès à la France Insoumise sur ce sujet, il ferait mieux d'arrêter de faire des procès et d'agir concrètement. Parce que qu'a fait le gouvernement concrètement dans la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme? Combien de millions d'euros ont été débloqués pour avoir des plans de lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou l'islamophobie en France? Que ce n'est pas suffisant. Combien? Zéro. Il y a rien. Ouais. Après, moi, je suis pas sur. Je pense pas qu'il faille de l'argent. Je pense que c'est de l'éducation. Mais bon, après, est-ce que l'éducation ça coûte de l'argent et que voilà. Il y a juste vite fait très rapidement parce qu'après il faut que j'attaque le. Comment ça s'appelle? Le sujet principal là parce il est déjà 19h25. Et on va finir à 55. Hein. Donc Tapiro, Franck Tapiro, très rapidement parce que ça nous fait rire toujours. On adore Tapiro. Après le cessez-le-feu, il a une nouvelle punchline. On écoute. Députés du parti de Jean-Luc Mélenchon qui ont brandi des portraits d'enfants palestiniens malheureusement tués à Gaza dans la guerre à l'Assemblée nationale. Écoutez, on n'en est pas à la première exaction parce que c'est une exaction, c'est totalement une folie de faire ce genre de choses d'une Assemblée nationale. On a vu de Logu il y a quelque temps qui brandissait le drapeau palestinien. Aujourd'hui, des enfants, encore une fois, une victime, quelle qu'elle soit, du moins que c'est un enfant, qui soit israélien, palestinien ou n'importe quelle nationalité. Oui. C'est toujours une catastrophe, c'est toujours un échec. Mais ça fait longtemps que on te l'avait pas entendu le dire. Hein. Brandir des portraits d'enfants à l'Assemblée, comme si d'abord l'Assemblée nationale était responsable, était coupable, était complice de ces meurtres, parce qu'ils appellent ça des meurtres, et non pas des victimes collatérales, bien que désastreuses, bien que regrettables, ce sont des victimes collatérales. Et Monsieur Caron, qui en profite pour brandir d'autres faits et paroles ignobles, comme quoi Israël a créé un camp de concentration. Alors il connaît pas l'histoire, Émeric Caron, parce que là on exterminait les gens, c'était des camps d'extermination, pas des camps de concentration. Bon, il connaît pas l'histoire, mais il fait comme ça avec sa grande mèche, il a des effets de mèche
plutôt que des effets de manche. Oh, des effets de mèche plutôt que des effets de manche. Si vous l'avez entendu dans son ton, il l'avait prévu avec ses auteurs. Il l'avait écrit bien en amont, C'est pas des effets de il a des effets de mèche. C'est pas des effets de manche, c'est des effets de mèche. Oh là 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 là. Ouais. Là, il était dégoûté. C'était pas à la fin de son laïus, mais il aime bien. Ça, c'est notre petit Eminem à nous. Franchement, ouais, c'est. Il a dit Allah. Ah ouais, j'ai même pas. Ouais, j'ai pas. Ça veut dire quoi, effet de manche? C'est quand t'es en mode tribun, que t'harangues les foules, tu vois, que t'es là en train de dire oui, il semblerait, parce que c'était les avocats, en fait, tu sais, comme avec leur robe, donc du coup, on voyait leurs manches bouger quand ils parlaient avec les mains. Alors, très rapidement. Quel mépris pour la vie quotidienne des gens, quelle honte, quel manque de respect pour toutes ces victimes. Et il n'a de cesse de parler du Rassemblement national. Mais c'est lui qui fait monter le Rassemblement national, parce que la vérité, c'est un bobo qui est enfermé dans cette tour d'ivoire. Et ce qu'il dit est insupportable pour tous ceux qui souffrent au quotidien de l'insécurité. Monsieur Moretti incarne tout ce qu'il y a de pire à gauche, c'est-à-dire le mépris, la condescendance et la négation du réel. Et heureusement qu'il y a CNews, notamment pour parler du réel et pour évoquer tous ces problèmes-là. C'est pour ça que cette chaîne relève du salut public. Non mais surtout. Oh là 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 là. C'est pour ça c'est pour ça que CNews est là, qu'on a la chance d'avoir CNews dans cette tour d'ivoire. La chouette, c'est la chouette, le pogrom. Oh là là, il est fatigant la vis. Quel susboule aussi. Bref. Allez, on passe au scan du jour. Là, c'était vraiment pour ce. Il a oublié de regarder la face caméra. Non, sur la version longue sûrement. Le sujet du jour, hello YouTube, le sujet du jour, ça va être sur Bayrou qui va peut-être sauter le 8 septembre prochain parce qu'il y a un vote de confiance. On connaissait pas cette nouvelle règle stylée, Koh-Lanta, Squid Game. Si l'Assemblée lui dit non, on ne fait pas confiance, il t'essaut. Et derrière, dans la foulée, il y aura peut-être une dissolution. Et donc peut-être un moyen pour moi d'enfin être député. Bref. Non, mais au-delà de ça, c'est que ce qui a provoqué tout ça, c'est évidemment la présentation de son budget éclaté au sous-sol est très culpabilisant vis-à-vis de la classe moyenne et des classes populaires, comme d'habitude. Oui, il va falloir faire des efforts. Oui, chacun, tous les ans, vous nous dites de faire des efforts. Vous faites de la merde dans le budget. Et c'est à nous de faire des efforts. Mais ceux qui ont géré le budget, c'est quoi ce qu'ils encourent en fait? C'est quoi leur peine? C'est Bruno Le Maire, tout ça. C'est quoi leur peine? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont mal géré en fait? Parce que nous, de toute façon, on n'a pas de marge de manœuvre. L'argent, il est prélevé à la source. Avec les taxes, etc. et tout, on se démerde comme on peut. Sinon, il y a des saisies sur salaire quoi qu'il arrive. Donc, clairement, il est où le truc? Elle est où la marge de manœuvre normalement qu'on est censé avoir, tu vois, sur ouais, on a trop dépensé. Vous allez dire on a trop dépensé en la santé, mais c'est le médecin qui nous autorise à avoir ou non une ordonnance avec les médicaments qu'il nous faut. Enfin, tu vois, on est comment? C'est le médecin qui nous arrête ou pas si on est malade. Enfin, donc explique-moi en fait, c'est quoi la marge de manœuvre de la responsabilité des petites gens? Et évidemment, ce qui est trop drôle, c'est d'écouter des politiques. C'est-à-dire des gens qui sont plâtrés, qui n'ont jamais taffé dans la vie active comme tout le monde, et qui te donnent des conseils. Vraiment, tu sais, c'est drôle, hein, c'est comme si vraiment tu avais un éléphant qui donnait des conseils à des poissons sur comment choper des branches dans un arbre. C'est exactement la même chose. Là, on regarde, on a Gabriel Attal, qui est invité aux universités d'été du MEDEF et qui va nous faire une leçon devant tous les patrons ou comment un millionnaire sans avoir taffé nous apprend la vie. On écoute tout de suite, on adore. Travail, c'est quand même central pour le bonheur dans une société. Parce que quand on travaille, on s'accomplit, on peut développer ses projets, sa famille, etc. Mais ce qui mine le bonheur et ce qui mine le travail, c'est pas un SMIC qui est trop haut.
le SMIC en France, il est plus haut que chez la plupart de nos voisins. C'est le fait que les gens restent tankés au SMIC pendant quasiment toute leur vie pour certains, parce que pour un chef d'entreprise, augmenter un salarié au SMIC de 100 €, ça lui coûte 400 €, parce que les charges sont trop élevées. Donc quand vous dites que vous voulez augmenter les charges qui pèsent sur le travail, au contraire, vous n'allez pas permettre l'augmentation des salaires. Et c'est pas l'augmentation imposée du SMIC qui permettra d'augmenter les salaires. Il y aura tout simplement moins de gens qui travailleront, et travailler, ça doit rester l'objectif. L'objectif de tout le monde, et toi y compris. Alors, il a dit pas mal de merde dans son laïus, hein, pas mal de merde. C'est un peu la marque de fabrique de Gabriel Attal. Et surtout, quand quelqu'un parle d'un domaine qui... Tu sais, on dirait moi, genre quand je parle de crypto, tu vois, avec des gens qui sont experts en crypto. Bon, bah là, c'est pareil. Moi, j'y connais rien. Lui non plus. Il sait pas du tout, en fait. À deux doigts de nous dire Nicolas qui paye, je te jure. Et en fait... Là, le truc, c'est qu'il te dit en gros, ça sert à rien parce qu'il parle au MEDEF. Le MEDEF, c'est le syndicat des patrons. Il est en train, du coup, de justement essayer de se mettre la foule dans la poche, comme il y avait 10 000 patrons qui étaient hal. Et du coup, il te dit on peut pas augmenter le SMIC parce que le SMIC il est déjà plus élevé que dans d'autres pays et tout. Ouais, mais déjà, est-ce que leur pouvoir d'achat il est similaire au nôtre? Parce que tu peux pas sortir des trucs comme as de ton chapeau. Si tu peux pas faire comparaison des paraisons, il faut contextualiser. Mais surtout, il te dit si augmenter de 100 €, ça en coûte 400 pour le patron. Alors, je crois pas que ce soit. Je crois pas que ça soit vrai ce que t'as sorti, Chacal. J'ai d'ailleurs, je sais plus. Oh merde, je l'ai plus le message du ratio que ça coûte réellement. Enfin bref. Mais surtout que en France, on nous parle tout le temps de ça. Les droitards adorent nous dire ouais, mais faut pas augmenter faut pas augmenter le SMIC, machin. Faut surtout baisser les cotisations sociales si on veut, et baisser les charges sociales si on veut embaucher. Parce qu'ils nous font croire, les patrons, que si on baisse les charges sociales, ils vont plus embaucher. Hein. Ah ouais, ils vont grave embaucher. Hein. Ah, s'il y a moins de charges, j'embauche de ouf. Bon, spoiler alert, c'est faux. En France, ça fait 30 ans qu'on baisse les cotisations pour booster l'emploi et il n'y a jamais eu de boom. Il y a eu des exonérations sur les bas salaires dans les années 90. Ça a juste évité quelques suppressions au SMIC. La CICE, entre 2013 et 2019, c'était 20 milliards d'euros par an pour 100 000 à 200 000 emplois, soit jusqu'à 300 000 € l'emploi. Aujourd'hui, effet quasi nul au-delà du SMIC. Les boîtes gardent surtout des marges. Voilà la réalité. L'emploi dépend d'abord de la demande. Si les clients consomment, pas juste du coût du travail. Bref, en gros, baisser les charges, c'est surtout un cadeau très cher qui coûte beaucoup à l'État et qui n'est pas une baguette magique pour l'emploi. Voilà. Le plus important, si tu veux embaucher du monde, c'est que l'entreprise elle ait un carnet de commandes qui soit blindé. Et pour ça, il faut que les gens ils aient de l'argent pour consommer. Eh bah oui, parce que si les gens ont de l'argent, de relancer l'économie par le pouvoir d'achat, ah bah tiens, tu verras, ça marche. Hein. Tu verras, ça va être incroyable, comme en Espagne. Bah ouais, les gens, ils ont plus d'argent. Alors au début, c'est un coût que l'État, parce qu'il est là pour ça, devra encaisser, devra absorber, mais c'est un pari sur l'avenir. Je rappelle que l'État, c'est pas un foyer. L'État, il est mortel, a priori, donc il peut se le permettre. Et donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas te retrouver avec des gens qui sont plus juste là à devoir payer leurs charges et à être à la gorge. Ils vont avoir un peu d'excédent. Ils vont pas que épargner. Ils vont se dire vas-y, on va se faire plaisir. On va s'acheter ci. On va aller bouffer là. On va partir en Kansva. On va faire des choses. Ah bah tu vas voir que là, plus t'as de la demande. Ah bah merde, faut que j'embosse. Hein. J'ai l'argent de toute façon pour embaucher, donc je vais le faire. Et ce sera pas un souci. Donc c'est un truc de ouf comment ils nous revendent le même truc à chaque fois. Et pareil pour Bardella, lui il allait sur un autre sujet, j'ai pas compris. Lui voilà où il veut trouver l'argent lui. Est-ce qu'on laisse l'Union européenne, par exemple, financer le réseau d'eau à Gaza quand on a un habitant sur 3 dans nos territoires d'outre-mer qui n'a pas accès à l'eau potable? Tu t'en bats les couilles en temps normal. Hein. Dites, de l'argent, il y en a. Oui, madame. Ouais. Je dis qu'on fait des économies d'abord et avant tout sur la mauvaise dépense fiscale. La mauvaise dépense fiscale. Les aides à Gaza. Tu sais, c'est les seuls qu'il a su. Pas de Ukraine, non, Gaza. Ça, déjà, un exemple, hein, Gaza.
ça prend tellement d'argent que regardez en Outre-mer. En Outre-mer, ils n'ont pas d'oseille. Ouais, Bardella qui nous explique qu'il faut que l'Union européenne gère mal sa thune. Commence déjà à demander à ton parti à rendre l'argent détourné à l'Union européenne et puis après on ira parler. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, parce que je le rappelle, le Rassemblement National, son parti, a été condamné pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens et une amende de 2 millions d'euros, dont 1 million ferme, avec confiscation d'1 million d'euros saisis pendant l'instruction. Et parce qu'ils avaient détourné, je sais plus combien de fonds publics, mais de plusieurs millions d'euros de fonds publics. Donc j'ai envie de te dire, Chacal, t'es mal placé pour parler de l'argent de l'Europe en plus, et de la mauvaise gestion. Vous êtes mal placé pour parler tout court. Normalement, pour moi, de toute façon, dès que t'es impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics, tu gicles. Il n'y a pas de nanani nanana, dans ma tête, je dis non, tu gicles. Il n'y a pas. À partir du moment où tu dois avoir un casier judiciaire pour faire des tafs style brancardier, il n'y a pas à avoir de casier quand tu fais des métiers où tu vis de deniers publics. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir un petit peu là comment tout le monde y va de son idée pour pouvoir aider à l'aide publique, à la dette publique et à faire des économies comme Pascal Praud. Pascal Praud, lui, c'est simple. Il a une idée, il n'en démord pas depuis la semaine dernière, on l'avait déjà montré. Pour lui, la dette n'a que majoritairement un responsable. Non, le sujet majeur de la France des 40 dernières années, c'est l'immigration massive qui a changé ce pays. C'est vrai que vous dites la même chose. Le sujet majeur, c'est la souveraineté. Si on l'a pas, je suis désolé de vous le dire. Il n'y a pas d'autre problème pour lui. Il a tout changé. Je ne dis pas que l'immigration, c'est pas un sujet. Je vous dis que le sujet, si vous ne comprenez pas ça. Le mur qu'on ne veut pas voir et dans lequel on va rentrer. Si vous ne comprenez pas, Olivier de Lagarde, que le sujet majeur de la France, en 40 ans, c'est le changement de population, c'est que vous ne comprenez rien. Si vous ne comprenez pas, Pascal Praud, que le sujet majeur de la France, c'est l'endettement, vous ne comprenez rien. Eh ben, écoutez. On est obligé de choisir parce que franchement. Mais non, on n'est pas obligé de choisir. Mais il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre. On a un sujet dont on parle. Il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre. Il y a trop de je le dis et je le redis. Mais beaucoup. Et il y a un sujet dont on ne parlait jamais. Sauf que l'endettement de la France, on peut le résoudre. Et que l'immigration massive qui a changé la France, vous n'y arriverez pas. Allons-y, résolvons. Donc lui, voilà, son problème, c'est ça, c'est pas l'endettement de la France. L'immigration, c'est le gros problème. Alors, Pascal, et je le dis pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont un oncle, une tante, des parents, des frères, des sœurs qui racontent la même merde que Pascal. L'immigration n'augmente pas le chômage, elle complète le marché du travail, des métiers sous tension. C'est l'INSEE et l'OCDE qui disent il n'y a aucun lien direct entre immigration et chômage natif. Donc ils prennent pas ton taf, ils prennent juste le taf que tu n'as jamais voulu faire. La France, elle n'est pas submergée par l'immigration, faut arrêter avec ça. 10,3% en moyenne en France d'immigration, de taux d'immigration contre 13% dans l'Union européenne, c'est stable depuis 30 ans. Voilà. Et la majorité, c'est des réguliers. Voilà. Que dire de plus ? Les immigrés coûtent plus qu'ils ne rapportent, c'est faux. Et ça, c'est France Stratégie et la CEPI qui disent que c'est soit un solde positif, soit c'est neutre. Mais c'est pas un solde négatif. Ils cotisent plus qu'ils consomment parce qu'ils touchent moins de prestations sociales. Je vous rappelle que quand on veut avoir un titre de séjour, il faut et qu'on a réussi à l'avoir après toutes les galères de CADA, de GUDA, de l'OFPI, de l'OFPRA et mon cul. Et ben après, avant d'avoir le droit de toucher un RSA, tu dois justifier de 5 ans de titre de séjour. Ok ? 5 ans. Donc le mythe là que Pascal Praud nous sortait de ouais non tu prends 1200 € dès que tu arrives en France, c'est faux. Et normalement tu devrais être condamné pour ça, pour dire de la merde, pour dire des trucs faux. Et en plus oui, comme tu le dis Razad, avec la natalité qui baisse drastiquement en France et d'ailleurs dans toute l'Europe, l'immigration elle est quasi obligatoire parce qu'on ne va pas réarmer démographiquement étant donné que les gens veulent pas faire d'enfants, ça coûte trop cher. Donc, l'immigration est quasi obligatoire. Et le think tank Terra Nova parlait de 340 000 immigrés qu'on devait accueillir par an pour que d'ici 2040, on puisse maintenir nos acquis sociaux. C'est pas un mythe, là, Chacal. On a besoin de main-d'œuvre.
Tu le vois bien. Même à Paris, ça devient un désert médical, Chacal. Quand tu demandes des rendez-vous, parfois, tu es là, comment ça, je dois attendre 3 semaines? Et encore, c'est 3 semaines. Hein. Mais moi, mon daron à l'île de Léron, il attendait 1 an pour une radio de ci, un IRM de ça, l'ophtalmo. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais le mec, aucune sanction. Comme je vous l'ai dit, quand tu joues pas ta peau, tu peux dire n'importe quoi. C'était la théorie de ce Taleb, là, l'auteur britannique. Quand tu joues pas ta peau, tu peux dire n'importe quoi. Moi, ma règle est simple. Si demain... Je suis politique, je demande à ce qu'on fasse un ordre du journalisme. Au bout de 2 fake news non démenties dans les 48 heures, à la même heure à laquelle la fake news a été dite, ou alors non prouvée, c'est-à-dire que tu as balancé un truc sorti tout droit de IFIAC, et ensuite derrière, tu nous prouves que c'était vrai, à la même heure le lendemain, voire le surlendemain, ok. Si tu l'as pas fait, première fois avertissement, deuxième fois ça dégage. Tu n'as plus le droit d'exercer le métier de journaliste ou d'un métier apparenté, c'est-à-dire prendre la parole sur des chaînes d'infos, etc. Tu iras dans un bistrot et tu iras refaire le monde avec tes potos, ou tu ouvriras un Twitch ou une chaîne YouTube. De fake news, tu sors, c'est comme ça en fait. Normalement ça devrait être la règle. Et s'il y a des journalistes qui sont là, non mais attends, mais il n'y a pas de non mais attends en fait. Parce que c'est trop important et c'est trop grave ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui gobent vos histoires parce que vous avez parce que l'autre il est habillé là comme le colonel Sanders de KFC. Les gens ils disent oh mais il a une cravate, ça veut dire qu'il dit vrai. Mais oui, il y aura plus de journalisme, mais au moins du coup les gens ils auront la sion près. Parce que là ils ont aucune pression, ils sont grassement payés, ils ne jouent pas leur peau et donc ils disent n'importe quoi et parce qu'il n'y a pas de conséquences. Idem pour les politiques. Ils savent qu'ils peuvent avoir un casier et continuer d'être politiques. Ils savent, comme Bruno Le Maire, qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec le budget et il n'y aura pas de conséquences. Et ils ont en plus après des parachutes de ouf parce qu'ils se retrouvent dans des endroits de dingue derrière, soit dans le privé ou soit des petites niches et on va en parler juste après. Ah non, mais là, le KFC, mon frère, la colonel Sanders, c'est trop. Et là, regardez, alors là, et encore une fois, moi je déteste le ton paternel que prennent les politiques vis-à-vis des Français comme si c'était de notre faute que... Regardez Bayrou, là, ce qu'il est en train de dire. Il m'a rendu ouf. Regardez. Il montait à la tribune pour dire mais c'est pas assez, ça ne suffit pas. Et deuxièmement, votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État, là. C'est l'État. Non. Ici, c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français. Ah bon? À qui on a mis à disposition pour les retraites une immense somme, et vous savez que j'ai déployé des trésors de je sais pas quoi, d'ingéniosité pour que ce chiffre Quel trésor apparaisse. Les retraites, ça coûte à l'État entre 40 et 50 milliards par an. Deuxièmement, pour la Sécu. Troisièmement, pour aider les entreprises, non pas pour les entreprises elles-mêmes, mais parce qu'une grande partie de ces sommes sont faites pour que des Français qui ne pourraient pas trouver un emploi, on appelle ça l'abaissement de charges. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la dinguerie qui vient de sortir. On a mis à disposition des Français de l'argent pour les retraites, pour la Sécu, comme le disait le commentaire de Dr Zoé en dessous. Mais Chacal, l'argent, tu crois qu'il sort d'où? De ton fiac? Chacal, l'argent, tu crois qu'il sort d'où? Les gens, ils taffent, en fait. Les gens, ils taffent et ils cotisent pour des putains de droits. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi tu commences à nous dire, vous avez vu tout ce qu'on a fait et comment on cotise et machin? Non, mais c'est une dinguerie, quand même. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, les recettes de cotisation sociale, elles représentent... alors, attends, je vais te sortir le chiffre. En 2023, ça a monté autour de 400 milliards d'euros. Des cotisations, ça rapporte environ 400 milliards d'euros par an. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, t'es là en train de nous dire, ouais, quand même, on fait beaucoup de trucs et tout. On va faire un calcul très simple, Chacal. Parce que là, tu commences à nous chauffer les oreilles. Je veux dire, il y a combien de gens qui touchent le chômage? Juste sur le chômage. Il y a environ 2,9 millions de Français qui étaient indemnisés par l'assurance chômage au début 2025. Il y a combien d'actifs qui génèrent des cotisations? En 2023, la population active, elle était de 30 millions de personnes. Bon, bah, Chacal, je crois que là, ça va la balance. Ça va la balance, en fait. Sachant que le chôme dû, il est limité à 2 ans. Sachant qu'il est plafonné à 5K. Et c'est très rare qu'il y ait des gens qui arrivent à ce taux-là. Ça va, en fait. Nous, on taffe, sachant que Chacal...
Ça se voit que toi, t'as jamais eu les allocations chômage. Je suis prélevé à la source sur mon assurance chômage, sur mon allocation chômage. Moi, mon allocation chômage, elle est pas nette. Enfin, elle est pas nette. Elle est pas, c'est marrant. Il y a un brut aussi dessus parce qu'il y a des prélèvements à la source sur de l'aide. C'est considéré comme un revenu. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que tu as cotisé pour pouvoir avoir une aide en cas où tu es en galère, et le jour où tu es en galère, on te dit ouais, on prend quand même une petite aide. Je dis mais Chacal, déjà c'est pas beaucoup, en plus toi tu me fais un prélèvement à la source dessus. C'est quoi, tu veux mon t-shirt aussi? C'est quoi le délire? Je sais pas si vous vous rendez compte, et avec tout ça, on ose dire aux gens ouais, quand même, hein, faire attention parce que vous bossez pas, enfin voilà, faut bosser plus. Tu crois pas même quand on bosse pas et qu'on a le chôme dû, on participe, frère. Même là. Et toi, tu viens avec tes grands chevaux comme ça? Va chercher les ultra-riches, Chacal. Va chercher les putains d'ultra-riches. C'est vers eux qu'il faut aller chercher si tu veux de l'oseille. Les ultra-riches, en moyenne, ils payent 26%. Les plus riches, hein, ils payent en moyenne 26% de leurs revenus en impôts. Alors que la classe moyenne ouvrière, c'est en moyenne 50% de ses revenus en impôts directs ou indirects. C'est pas normal. Il n'y a pas une équité, là. La fraude sociale, tu t'en parles souvent, c'est 1 à 3 milliards d'euros. 1 à 3 milliards d'euros. Je sais pas si tu te rends compte. Sachant que la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros. Va les chercher là-bas. T'es 43 milliards au lieu de nous faire chier. Et puis t'as Gabriel Zucman. D'ailleurs, disclaimer, je m'étais trompé. Je vous ai dit qu'il était, donc c'est un économiste, qu'il était chercheur au CNRS. C'est faux. Je me suis trompé. Il n'est pas chercheur au CNRS. Il est prof à Berkeley, à l'ENS. Et il a eu des prix. Il est prof aussi à Londres. Au meilleur économiste de moins de 20 ans, etc. Bref. Et il a répondu à Bayrou. Il lui a dit, parce que Bayrou, il a dégagé d'un revers de main l'idée de faire des comment ça s'appelle, des trucs, des taxes sur les riches. Et il a démonté ses arguments un par un. Parce que déjà, Bayrou, il a dit il va y avoir une fuite des investissements. Donc déjà, c'est faux, parce que l'impôt plancher vise les ultra-riches, pas les boîtes. Donc il n'y aura pas de fuite d'investissement. Ça ne change rien à l'attractivité du pays. 2, en plus, je crois que c'est inconstitutionnel. Non, on a déjà la taxe foncière qui s'applique peu importe le revenu. Donc pourquoi un plancher à 100 millions, ce serait confiscatoire? En plus, ça renforcerait le principe d'égalité devant l'impôt. Oui, non, mais et en plus, il y aura l'exit fiscal. Toutes les études disent que l'exit fiscal lié à l'imposition de la fortune est très faible. Le Conseil d'analyse économique en juillet 2025 chiffre qu'au max, il y a 0,03% des hauts patrimoines qui partent par an. Impact sur l'économie, moins 0,03% du chiffre d'affaires, moins 0,05% de valeur ajoutée, moins 0,04% d'emploi. Autant dire, c'est rien, c'est une marge d'erreur. Les plus riches, ils sont déjà dans un paradis fiscal en étant en France. Donc si demain ils partent, ou si demain... Il n'y a pas d'impact, Chacal, il n'y a pas d'impact s'ils partent. Il exige déjà des garde-fous comme l'impôt qui suit le contribuable 5 ans après son départ. Et ça c'est intéressant. Et pareil, impossible juridiquement à mettre en place. C'est faux aussi, on peut structurer la taxe dès le départ, comme l'exit tax conforme au traité. Donc conclusion, il n'y a pas d'obstacle sérieux, ni économique, ni juridique. Et si on le mettrait en place, ça nous permettrait d'avoir de d'effacer l'injustice sociale, où les plus riches payent proportionnellement moins que nous, et donc on récupérerait 20 milliards par an. Et quand on parle des plus riches, on parle de ceux qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros par an. Donc, Chacal, même si tu es à 8 ou 10 cas par mois, je ne parle même pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi. Donc, commence pas à faire tes discours de droit tardé. Oui, non, mais attends, nous, on travaille dur. Chacal, t'es même pas concerné. T'es une merde à côté de ceux qu'on target, en fait. T'inquiète pas. Et puis, pareil, moi, il y a un autre truc aussi dont je voulais parler. C'est que le budget de l'État, des élus nationaux, etc. On en parle vite fait, parce qu'il faut en parler vite fait, très rapidement d'ailleurs. Les députés, indemnité de base, 7600 bruts par mois. Franchement, alhamdoulilah. Frais de mandat, chaque mois, 5950 euros pour toutes tes dépenses, tes achats, tes machins. Sachant que cette enveloppe, normalement, de base, t'étais pas obligé de justifier les dépenses. Donc les gars, ils se la mettaient dans la poche. Le budget collaborateur, c'est 11 000 par mois. Donc en gros, un député, c'est 24 000 euros par mois financé par l'État. Total annuel pour 577 députés, 165 millions
165 millions d'euros. Les sénateurs, ça coûte 120 millions d'euros par an. Le budget de l'Élysée, c'est 110 millions d'euros par an. La sécurité, les conseillers, les déplacements, la com, etc. Le salaire du président, c'est 15 000 euros bruts par mois. Pourquoi autant, en vrai? Avec tous les avantages qu'ils ont, etc. Pourquoi ça devrait être de la monarchie, de la fonction politique? Pourquoi ce ne serait pas plutôt comme, limite, être dans un syndic de copropriété? Juste une fonction que tu te rajoutes en plus de ton travail et tu t'arranges. Et il y a 2 jours dans la semaine où tu es en détachement politique. Ah oui, parce qu'on doit voir voter des trucs, on doit réfléchir, machin. T'es indemnisé sur ces jours où t'as pas taffé. Mais le reste du temps, tu taffes. T'es encore dans la société civile. À côté, t'es prof, à côté, t'es employé. Et c'est ça qui permettait de garder une politique qui est connectée aux Français. Parce que là, clairement, on a des gens qui sont en privilège total. Et il y en a, ils ont fait leur carrière, toute leur life dedans. Il y en a, ils ont eu des tafs dans le privé ou dans le public, d'employés, tout ça. Mais il y en a, ils ont jamais, comme Gabriel Attal, jamais taffé. Qu'est-ce que tu vas écouter quelqu'un qui va te dire « Ouais, je pense qu'il faudrait ta gueule ». Non, pense pas. Tu n'as rien fait. Et tu es millionnaire en n'ayant rien fait, chacal. Parle pas, en fait. Et la décence de ne pas parler. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même dans la haute fonction publique, il y a certains hauts fonctionnaires, genre des conseillers d'État, cours aux comptes, préfets, ils sont à 10K par mois. Parfois 15, 20K avec les primes. Les préfets, ils sont à entre 7 et 9 000 euros par mois, mais ils ont des logements de fonction avec des chauffeurs, plus les avantages. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Regarde. En résumé, il y a presque 2 milliards d'euros par an qui font tourner la machine politique et administrative. C'est une dinguerie. C'est énormément d'argent. Tu vas pas me dire que tu peux pas raboter là-dedans. Juste par principe. On demande à un Kevin qui serait au RSA de serrer la ceinture pour sauver le budget. Mais rien que nos élus et nos fonctionnaires, c'est plus de 2 milliards par an. Entre les députés à 24K, si on cumule tout le truc par mois, ou les préfets logés, chauffés, l'Élysée qui tourne à 110 millions d'euros par an, je suis désolé. Le bureau de la mairie de Bayrou, t'aurais pas dû ouvrir ta gueule, chacal. La mairie de Pau de Bayrou, je sais pas si tu t'en souviens, mais Mediapart, ils ont révélé qu'à la mairie de Pau, ils ont claqué 40 000 euros d'argent public pour rénover le bureau de François Bayrou. L'objectif, c'était de redonner de sa splendeur. La dette de la mairie de Pau, sous Bayrou, elle a explosé. Elle est passée de 60 millions en 2014 à 111 millions en 2023. Au moment où ils nous demandent de se resserrer la ceinture. Mais toi-même, ça se voit que tu peux pas serrer ta ceinture. Alors, bien sûr, ils ont dit oui. Alors, attention, faut pas faire une polémique artificielle. C'est pas du luxe, c'est une restauration patrimoniale. Tout l'hôtel de ville a déjà été rénové. Il y avait que son bureau qui restait. Voilà. Donc voilà. Et c'est très dur. Comme en plus, son bureau, tu sais, il y est tout le temps. Hein. Il bosse de ouf dans son bureau. Donc, fallait qu'il soit rénové. Et bref, il prêche l'austérité nationale, mais il s'offre un lifting à la mairie. Je suis désolé, c'est indécent. C'est indécent. Et moi, ce qui me fume, c'est que tu as des opérateurs d'État. Je sais pas si vous savez ce que c'est, les opérateurs d'État. Les opérateurs d'État, c'est ceux qui sont financés en grande partie par de l'argent public, donc subventions, dotations, et remplissent des missions de service public. Recherche, culture, emploi, énergie, environnement, etc. Et ça a plein de formes. C'est soit des établissements publics, soit des agences, soit des offices, soit des universités. Genre le Centre national d'études spatiales, l'Opéra national de Paris, le Commissariat à l'énergie atomique, France Travail, des choses comme ça. Et ben eux, les salaires dedans, on en parle un petit peu des salaires là-dedans ? Bah si, on va en parler parce que je pense que c'est peut-être intéressant, tu vois. Regardez, juste un truc. Ne serait-ce que... c'est parce qu'en fait, le problème... Pourquoi je vous parle des opérateurs de l'État ? C'est parce qu'en fait, on répète qu'il faut serrer la ceinture, mais ces postes-là, il y en a 434, hein, des tafs d'opérateurs d'État. Tu vas me dire, c'est pas beaucoup, mais quand même, écoute ça, parce que pour moi, ça fait partie des trucs à revoir. La moitié sont intouchables parce que ça touche à l'éducation et à la recherche, mais apparemment, il y a 145 postes qui vont être restructurés par Bercy. Et parce qu'en fait, c'est devenu des sas dorés pour hauts fonctionnaires. Le salaire moyen d'un cadre A+, dans la fonction publique d'État, c'est 5 800 euros bruts par mois. Mais dans les opérateurs, ça grimpe à 7 200. Et on ne parle pas de 2 ou 3 cas isolés. Par exemple, dans le top 10, à l'Opéra de Paris, le top 10 touche en moyenne 20 000 euros par mois. Au CNES, à CEA, à l'IFPEN, c'est entre 16 000 et 17 000 euros par mois. Même à la Comédie Française, où l'agence à la Comédie Française, ils sont autour de 6 ou 7 cas par mois. Au total, il y a 71 opérateurs qui versent
aux 10 plus hauts salaires, des opérateurs, donc plus de 10 000 euros par mois. Pendant que les assos, elles galèrent à gratter des subventions, etc. S'il y en a qui ont parcouru un peu les demandes de sub, c'est comme ça. Bref. Et donc, t'as envie de dire, là, il y a des trucs à choper quand même, parce que c'est pas le même train de vie que nous. Je suis désolé, c'est pas le même train de vie que nous. Moi, ça m'a choqué de voir que... à la tête de l'Opéra de Paris, ça tapait des 20K par mois. Donc voilà, en vrai, voilà. Tout ça pour vous dire que... Et souvent, tu casses des hauts fonctionnaires et c'est des anciens politiques qui reprennent des trucs comme as, tu vois. 61% des postes bien payés, ce sont des profs d'université, des chercheurs, mais le reste, c'est du contrôle, de l'encadrement, des postes de direction. C'est le haut du panier et ils se font des passes D. Ils se font des passes D une fois qu'ils ont arrêté leur carrière de politique. Et ça, c'est niet. Enfin, on peut pas accepter. Donc voilà. Ce qui me fume, c'est qu'on nous demande à nous, les gens normaux, de faire des efforts, de payer plus, de serrer la ceinture, d'accepter que nos droits sociaux fondent, mais que quand tu lèves le rideau, tu vois que en fait ils se foutent de notre gueule, quoi. Et que la vérité, c'est que l'argent, il est allé à chercher chez eux. Il est allé chercher dans les réformes qu'ils veulent pas mettre en place sur les ultra riches, mais à aucun moment c'est à toi, c'est à moi, de la classe moyenne, même ceux qui gagnent, je te dis, jusqu'à 8, 9, 10K par mois. Vous n'êtes pas concernés par ce que je dis, c'est pas à nous de faire des efforts supplémentaires. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Et je vous jure que si je suis en politique, putain, comme il y en a certains qui me le demandent souvent, mais en vrai ça fait 10 piges que ça me trotte, et j'ai vraiment envie déjà de garder, si jamais demain je suis en politique, je suis député, peu importe, je vous jure que je garde CKR. Parce que c'est ça qui permettra de garder le lien et de faire remonter les demandes, les infos et de garder un ancrage. Après, moi, t'as vu, j'ai 37 ans, j'ai passé ma life dans la vie de tous les jours, donc j'ai pas le problème de Gabriel Attal. Mais tu vois, ça commence à m'énerver de juste parler sur Twitch, de parler sur scène, de parler sur les réseaux. J'ai envie d'aller un peu plus loin dans le bail. On passe au no comment très rapidement, on fait le miel et après on attaque tout de suite avec le quoi d'autre en direct, en duplex avec ma chérie Galkani Cagnan pour parler de l'actualité culturelle. On passe au no comment très vite. Attention, pas de commentaires sur le chat, que des emojis évidemment. Hop, c'est parti. J'arrive jamais à le faire rapidement. Avant j'avais mis un truc. Ah oui voilà, c'est ça. Non écoute, si jamais Nafta tu nous entends, elle va le mettre en emoji. On commence avec le no comment, donc je peux pas commenter. En pleine crise du budget, ah non merde putain, j'ai déjà dit, Bayrou a dépensé 40 000 euros d'argent, je me suis spoilé. Israël a bombardé massivement le sud Liban et a violé le cessez-le-feu. Et en pleine crise politique, Emmanuel Macron a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour faire la promo d'un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Super. J'ai pas le droit de commenter, pardon. Yugi. Bref. Hop. Là, on va finir sur une dernière vidéo. C'est le miel pour faire passer tout l'épisode que je vous ai fait. Cet épisode 107 de CKR. Un petit miel avec un throwback. Ah ben non, tu sais quoi, le miel je vais le garder pour après. Là, ça va être Sarah Salman qui, depuis qu'elle a fait son docu avec comment il s'appelle j'ai perdu son nom là. Ruffin, François Ruffin. Franchement, elle prend des takes, ils sont incroyables. Écoutez comment elle recadre Colonel Sanders du KFC. Moi, je suis désolé, il y a des aides sociales qu'il faut couper. Oui. Voilà. Et on a proposé des choses, par exemple, quand on dit qu'il faut changer de logiciel, les jeunes gens, je vous l'ai dit, sur le chômage, avant 30 ans, tu pourrais imaginer plus de chômage. Je vous l'ai dit. Mais tu pourrais dire, par exemple, pour donner, pour équilibrer, plus d'impôts sur le revenu non plus pour les moins de 30 ans. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que les gens parlent. Les gens disent toujours la même chose, c'est parce qu'ils sont pas d'accord. Vous trouvez que ça n'a pas de sens? Je trouve que ça en a. En fait, pourquoi ça en a? Parce que c'est donner du sens et de l'énergie de dire avant 30 ans, vous bossez. Mais d'après vous, pourquoi les gens prennent des aides? Non, mais vous dites qu'il faut supprimer les aides, mais pourquoi ils ont ces aides? De quelles aides vous parlez? Là, vous parlez des aides sociales qu'il faudrait supprimer. Oui. Donc pourquoi des gens demandent les aides? Mais ils ne demandent pas d'aide. Parfois, on leur donne des aides. Alors pourquoi on leur donne des aides? Mais parce que la société française a multiplié ces aides. Parce qu'ils sont dans le besoin. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, et qui au bout d'un an arrêtent de travailler en disant j'ai rechargé mes droits au chômage. Si on a des aides,
On ne vit pas des aides par plaisir. Merci. Je rappelle que le nombre de personnes qui n'ont pas recours à ces aides versus et l'argent du coup qui n'est pas dépensé versus celles qui sont soi-disant fraude, c'est que dalle. Hein. Mais pardonnez-moi, nous connaissons tous, notamment dans la restauration, des jeunes gens qui travaillent 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui ont le droit au chômage, qui s'arrêtent et qui reprennent, qui font des allers-retours. Et alors? En vrai, et alors? C'est un truc de ouf, ça. Le boulot qu'on fait pendant l'été et le boulot qu'on fait pendant 25 ans. Non, mais ça fonctionne. Mais oui, totalement. Ça existe. Sarah s'est fait marabouter par François Ruffin. Il n'y a pas de... C'est pas marabouter, c'est simplement... Moi, j'ai été au contact du réel et je suis pas bloqué, cornérisé dans le 7e arrondissement. Je suis sorti, j'ai vu... Bravo, ça. Et j'ai changé ma position. Ce que vous devriez peut-être faire. Non mais ils sont ridicules, vraiment ridicules, et tu vois qu'ils n'ont aucun argument, et dès lors que tu les opposes à des chiffres ou à une réalité qu'ils ne connaissent pas, tu vois qu'ils sont vraiment nuls à chier. Allez, restez connectés pour celles et ceux qui sont sur Twitch, parce qu'on va basculer sur quoi d'autre. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur YouTube, il y a la chaîne de Gaël Kenny-Cagnan pour aller choper l'épisode de quoi d'autre. On va tout de suite faire notre petit raid. C'est parti. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux à suivre l'épisode. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao.